Et bonsoir, coucou tout le monde. Hop. Si je mets pas mon micro au bon endroit, ça va pas le faire. Quel début sur les chapeaux de roue. Donc je disais bonsoir tout le monde. Coucou. Je me demande si on entend la musique, parce que je vois que la module pas. Ah voilà. J'ai mis trop bas pour que la musique module. Mais du coup je vais baisser un petit peu. Voilà, là normalement c'est parfait. Nom nom la philo. Et ouais, ça parle d'Avatar ce soir, Thibaut Soral qui est le nom. Bah ouais, coucou tout le monde, bonsoir, ça me fait plaisir que vous soyez là. Hop. Comme d'hab, les tauliers qui sont là. Et des nouveaux aussi, ça fait plaisir. Hop, bah alors écoutez, je me mets en place tranquillement. Tac. Perfecto. Bon, comment ça va? Comment allez-vous? Est-ce que tout le monde profite, j'allais dire, des premiers jours de printemps, mais pas du tout, vu qu'on se tape des orages assez horribles. Donc voilà, mais moi je vous avoue que ça me fait du bien. Ça me fait du bien, un peu de soleil, j'en ai plein le cul là d'hiver. Et puis bah écoutez, ce soir, ouais, live Avatar, hein. Je vois tout le monde, je vois que ça fait plaisir, ça fait réagir dans le chat, c'est chouette. Je faut aussi que je change l'ampoule de ma lampe, parce que j'ai réalisé que ça me faisait les dents vachement jaunes. Alors je peux vous rassurer, j'ai pas les dents aussi jaunes dans la vraie vie. C'est vraiment juste que mon ampoule là, elle est nulle, est très jaune, et du coup ça me donne l'impression d'être un gros dégueulasse quand je me vois. Il faut que je change ça, parce que vraiment ça va pas du tout. Mais ouais, écoutez, ce soir, j'avais envie de faire un live court déjà. Donc je pense qu'on va rester une petite heure ensemble, le temps de discuter tranquillement. Alors je dis ça, ça va sûrement durer un petit peu plus me connaissant, mais c'était histoire de... juste de se poser un petit moment ensemble sans faire trop long, parce que j'ai une grosse semaine. J'avais pas trop d'idées de quoi parler, je me suis dit que de toute façon à partir de la... Ouais, j'avoue, normalement c'est prof de musique, c'est pas prof de philo. C'est vrai que mon prof de musique, moi je m'en rappelle vraiment, le mec mal habillé, dents jaunes, et surtout qui nous parlait de ses chats morts. Genre tous les 3 mois il avait un nouveau chat qui mourait, il nous racontait comment ses chats étaient morts. Genre j'ai le souvenir d'une fois où il nous racontait que la tête de son chat s'était pris entre les barreaux du radiateur, et qu'il avait essayé de le tirer pour l'enlever, et que ça a fait crack. Et genre ça m'avait marqué parce que j'étais en mode mais quelle mort nulle. Et surtout, mais genre, le mec butait tous ses chats. Genre, vraiment. Donc, moi, c'est vraiment cette image-là que j'ai des profs de musique. J'ai aucune idée de son nom, ce mec, je m'en rappelle plus. Mais voilà, donc non, c'est l'ampoule. Mais ouais, j'avais pas de thème pour ce soir. Puisque à partir de la rentrée, de toute façon, on passe en mode révision bac. Donc, j'ai déjà les noms. Ça s'appelait Mange ton bac. Voilà. Mange ta philo, fait Mange ton bac. Donc je sais que ça va être des vidéos plus sur les sujets bac, sur la méthodo, tout ça. Où ça sera peut-être pas le même public aussi, du coup je risque de... Ah bah après si on parle de certains profs de musique, je suis d'accord. Mais après il y a aussi... ça c'est parce que ça c'est les Italiens, ça. Tous les Italiens sont beaux, ça c'est une règle. Mais... Mais ouais, comme à partir de la rentrée, on risque de passer plus sur un mode... Oui, non, mais Rudy, il triche. Rudy, il est prof de... Ah, mais il y a que des Italiens sur ce stream, de toute façon, voilà. Moi, c'est même pas italien, c'est maltais, c'est pire. Genre, les maltais, c'est un peu les Italiens des Italiens. Mais Rudy, il triche, il est prof d'escalade à côté. Genre, tout le monde peut être beau gosse aussi, il est prof d'escalade en plus d'être prof de musique. Même donné, c'est bon, quoi. Genre, moi aussi, si je veux, je suis prof de... Non, c'est pas vrai, si je veux, je suis pas prof d'escalade. Je me mens à moi-même. Mais ça va, hein, c'est facile aussi. Bon, est-ce qu'il était déjà beau gosse avant d'être prof d'escalade? Oui, mais c'est pas le sujet. Bref, du coup, j'arrive pas à finir. Voilà, vous voyez, c'est pour ça que je veux faire un live court aujourd'hui, parce que j'ai mon cerveau qui fond, et du coup, j'ai besoin de faire un live court parce que je ne peux pas parler, donc ça va être le bordel toute la journée, là, ce soir. Mais donc, je disais, comme on passe en mode révision bac après les vacances, j'avais envie de faire un live tranquille. Ce qui fait que le live de la semaine prochaine, ce sera le dernier avant les vacances. Donc je pense que je ferai un des trucs que je veux faire depuis longtemps. Sûrement... alors, soit en fonction de Roman, le truc sur Matrix, s'il est chaud, s'il a eu le temps de le préparer et tout, sinon on fera ça, on fera ça quand même à la rentrée, genre on m'en fout qu'on prépare le bac, j'ai envie de le faire, donc on le fera. Sinon, ça sera soit le truc sur l'art dont j'avais parlé la semaine dernière, soit la vidéo de PDH que je veux te commenter depuis pas mal de temps, surtout que j'ai parlé avec une collègue à midi. Ah! T'as vu Matrix à coup?
T'as vu Matrix? Ok, maintenant on parle. J'en ai parlé en cours aujourd'hui en plus. Genre, j'en ai vraiment parlé en cours aujourd'hui parce que je parle. Alors, aujourd'hui en cours, j'ai parlé de Matrix et de Nietzsche. Donc autant vous dire que. Le 1, pas les autres. Ah, on va pas être d'accord. On va pas être d'accord parce qu'il n'y a pas 3 Matrix, il n'y a qu'un seul long Matrix. Je ne comprends pas. Ah ben. Non mais voilà, tu dis ça parce que tu les as pas encore vus. Ah, t'as vu le 1, pas les autres. J'ai cru que tu aimais le 1 et pas les autres. Putain, j'ai eu peur. Je me suis dit, ça y est, on a perdu à coup. Je vais pas faire un live sur Avatar. Au final, on va parler de Matrix pendant 1 heure. Non, mais je suis content que t'aies. Alors, vraiment, je suis très content que t'aies vu le 1. Et faut se dire que les 3 Matrix, c'est un seul et long film en fait. Genre, beaucoup de gens ont adoré le 1 et détesté le 2 et 3. Mais c'est parce qu'en fait, le 1, tu le finis, t'es en mode waouh, je suis intelligent, j'ai tout compris. Et le 2 il te dit non frérot, en fait tu pensais avoir compris mais t'as pas compris. Et l'ego des gens a pas apprécié. Et donc la plupart ont dit non mais Nico c'est nul. Alors que c'est juste qu'ils ont pas apprécié la fracture de l'ego d'être confronté à une œuvre qui est plus intelligente qu'eux. Mais bon. Mais du coup je suis content que t'aies kiffé. Et ce sera l'occasion d'en parler avec Rowan du coup pendant ce live. Et ouais, moi j'en ai parlé en cours aujourd'hui parce que justement je parlais de Nietzsche. Et Nietzsche il dit que que notre croyance selon laquelle la vérité est toujours bonne, toujours à rechercher, elle est pas rationnelle en fait. Genre on sait pas si c'est toujours mieux de connaître la vérité. On sait pas si la vérité est toujours un avantage. Donc il dit en fait cette croyance là elle est pas rationnelle, elle est morale quoi. C'est un principe moral, un principe religieux qu'on nous a appris. La vérité est bonne, la vérité à rechercher. Mais rationnellement on peut pas le prouver, on sait pas si c'est toujours vrai. Et je prenais l'exemple un peu de Matrix quoi. Pour ça je disais là si je devais vous apprendre que vous êtes dans une simulation, est-ce que vous préférez sortir de la simulation même si vous savez pas ce qu'il y a en dehors, ou rester dans la simulation et oublier notre conversation? Et en fait 80%, 90% de mes élèves ils préfèrent rester dans la simulation et dans le mensonge. Preuve en est que la vérité est pas toujours bonne à prendre quoi. Et du coup ouais, donc je parlais de Matrix aujourd'hui. Je suis content que t'aies aimé du coup. Donc je pense qu'on fera ça à mon avis après les vacances, le temps qu'on en discute avec Roman parce qu'il m'a dit qu'il voulait qu'on en parle un peu avant et qu'on prépare un peu le live. Oui, pourquoi pas. Voilà, donc du coup à mon avis on va plutôt parler soit de l'art, soit de la fameuse vidéo de pédage où comme je disais j'en ai parlé avec une collègue à midi sur comment t'essayes de rester un prof correct dans une institution qui te détruit et qui détruit les élèves et genre la crise existentielle et les contradictions psychologiques que ça crée dans ta tête, d'avoir conscience que tu fais partie d'une institution horrible et que t'essayes d'être un prof qui fait pas de mal aux gens au milieu, mais est-ce que c'est pas hypocrite du coup? Enfin bref, voilà, donc je sais pas, cette vidéo là je traîne un peu à la traiter parce que j'ai aussi... En fait j'ai envie de la traiter d'un point de vue philo quoi, j'ai pas envie juste d'être dans ma casquette de prof, j'ai envie de la traiter du point de vue philo et je sais que j'ai des choses à dire, mais faudra voir si un jour je me sens l'énergie surtout, parce que ça va impliquer un gros travail d'autocritique et du coup il faudra que je me sente l'énergie. Donc on verra, donc je pense qu'à mon avis on parlera plutôt de Matisse et d'art la semaine prochaine, et après ça du coup on passera en mode mange ton bac, où là du coup ouais je vais essayer d'être plus en mode préparation de bac philo. Ce qui fait que dans tout ça, écoutez, j'avais envie de me faire un live plus court, un live plus chill, et je me suis dit, il y a un truc dont je peux parler indéfiniment, sans m'arrêter, sans effort, c'est clairement la série Avatar. Et il se trouve que je suis tombé sur une vidéo par hasard qui s'appelait La philo selon Aéro. Alors je sais pas du tout ce que ça vaut, coin knard là. J'ai pas du tout vu... let's go à coup, avec plaisir, avec grand plaisir. Il me semble que t'es en première, mais du coup l'année prochaine pareil. Quand tu seras genre là évidemment avec grand plaisir, et encore plus l'année prochaine où du coup on te préparera, on te fera bouffer des éclairs et chier du tonnerre comme ils disent en Rocky. Mais du coup ouais, donc coin knard, j'ai aucune idée de si c'est bien, j'ai aucune idée de si ça vaut quelque chose. Bon, et là il parle de Has-Been Hotel que j'ai adoré, donc à mon avis c'est que ça vaut quelque chose. Merci Margot de m'avoir fait découvrir. Salut à tous, c'est... Pas encore. Et du coup ouais, donc il s'appelle La philo selon Aéro. Donc Aéro qui est un des personnages donc de la série Avatar, et qui est celui qui représente un peu une forme de sagesse dans la série. Et je me suis dit, en gros j'ai un peu regardé la vidéo pour savoir si ça valait que je la commente, et ce qu'il fait c'est qu'il fait un peu le tour des philosophies et spiritualités orientales en se posant la question, Aéro il est quoi en fait là-dedans?
Genre Airo, est-ce qu'il est... bah ouais, Airo le bébé de tout le monde, clairement. Je suis de fou. Et du coup, ouais, la question de la vidéo, c'est, en fait, la spiritualité orientale, c'est un bordel. Genre, il y a 1 milliard de courants, c'est hyper dur de s'y retrouver. Et du coup, alors la vidéo, des fois, elle va être un peu... Il y a des fois où je vais peut-être skip ou un peu expliquer à la place parce que des fois, elle se perd un peu dans le détail. Mais l'idée, c'était ça. C'était de dire, en gros, Airo, c'est quoi sa sagesse ? C'est quoi le fond de ce qu'il dit ? Et ça correspond à quelle mouvance orientale ? Donc je m'étais dit, c'était l'occasion un peu aussi de parler d'autres types de philosophies, des philosophies pas que occidentales. De voir avec vous ce que vous en pensez, vous qui connaissez la série, quelle est votre interprétation, votre manière de voir ce sujet-là, Airo, comment vous comprenez ce qu'il dit, tout ça. J'allais dire sa parole, mais justement non, c'est pas une parole parce qu'il prêche pas, mais sa philosophie, comment vous la comprenez. Et puis voilà, histoire de faire un petit truc chill, tranquille, on a la maison quoi. Donc, est-ce qu'il y en a qui connaissent pas la série Avatar qui voudrait que je recontextualise vite fait ? En attendant, je vous explique à quel point je suis fan. Donc déjà, ce tatouage, c'est la série Avatar. C'est la tortue lion avec les 4 éléments. Toute l'étagère là et le poster là, c'est la série Avatar. Ce magnifique poster offert par Alex, encore merci. Là, et là, il y a la série Avatar, la série Korra, les bouquins Avatar, les comics Avatar et Korra, et le jeu de rôle Avatar. Plus le bouquin de cuisine qu'on m'a offert, et le artbook des 3 saisons de la série, et les 2 bouquins que l'auteur Michael Dante Di Martino a écrit à part d'Avatar. Donc en gros, je suis un petit peu fan. Léger, genre j'ai pas juste consommé absolument tout le contenu qui est lié à Avatar et je suis pas absolument fan de cette série et je me la suis pas tatouée sur le corps, tu vois, genre à peine. En gros, la série Avatar, pour recontextualiser, pour comprendre un peu de quoi on va parler, c'est une série qui se passe dans un univers fictif, mais qui est un univers très inspiré des pays asiatiques. En gros, c'est un univers dans lequel les gens peuvent contrôler les éléments, donc la terre, l'air, le feu et l'eau. Ouais, il paraît qu'il y a un JDR Avatar. Il paraît même qu'il y a des grosses trahisons qu'on n'avait pas vu venir dans ce JDR, de certains qui disaient être morts et en fait non. Incroyable. Mais donc en fait voilà, c'est un univers où les gens contrôlent les éléments et où en fait le principe c'est que du coup chaque nation, donc t'as le royaume de la terre, la nation du feu, les tribus de l'eau et les nomades de l'air. Dans chaque nation dans laquelle du coup les gens contrôlent un élément, et l'idée c'est que chaque élément est lié à la fois à une culture. Par exemple les tribus de l'eau c'est la culture inuite, les nomades de l'air c'est la culture bouddhiste notamment tibétaine et népalaise, donc dans les montagnes beaucoup. Le royaume de la terre c'est la Chine et la nation du feu c'est le Japon impérial. Et surtout, chaque élément est associé à un art martial en particulier. Donc l'air c'est le Bazhuazheng, le feu c'est le kung-fu chinois traditionnel, l'eau c'est le tai chi, et la terre je crois que c'est le jeet kune do. Donc ils sont que des arts martiaux qui ont des manières de faire très différentes, et qui sont tous très différents parce que chaque élément est aussi relié à une spiritualité. C'est-à-dire une manière d'aborder le monde, une manière de se comporter dans le monde, une manière et c'est en fait le cas des arts martiaux de base, puisque les arts martiaux, en plus d'être des pratiques sportives et artistiques, sont souvent aussi le résultat de certains courants spirituels. Et c'est pour ça que par exemple, les nomades de l'air sont clairement des bouddhistes. Alors, j'allais dire avec inspiré hindouisme, mais le bouddhisme en lui-même est une forme d'hindouisme, donc bon voilà, mais c'est clairement du bouddhisme. La tribu de l'eau, c'est une forme de très liée au tai chi, donc très liée aux questions un peu taoïstes de yin et de yang, d'équilibre, voilà. Le feu va être dans quelque chose de beaucoup plus actif, puisque le feu va plus renvoyer à la culture japonaise impériale, donc on va plus être sur de l'ordre du... Alors, dans sa bonne compréhension du Bushido, c'est-à-dire du code d'honneur des samouraïs. Alors le vrai, pas l'espèce de propagande qui a été faite pendant la Seconde Guerre mondiale pour les pousser à se suicider.
Et le royaume de la terre, c'est moins spirituel, mais c'est plus une espèce de pensée concrète, plus traditionnelle, quoi. De pratiques plus cultuelles et quotidiennes. Voilà. Donc en fait, voilà, cette idée, c'est que cet univers-là est constitué des 4 éléments. Et donc chaque élément porte en lui à la fois une culture, un art martial, une spiritualité. Ils sont terre à terre finalement, c'est ça. Et donc l'idée, c'est que forcément, au fur et à mesure des personnages que tu rencontres aussi différentes visions du monde, différents rapports au monde, rapport à l'action, rapport à l'âme, rapport au corps, etc. etc. quoi. Et donc dans la série, tu suis Aang, le personnage principal, qui est le dernier maître de l'air. C'est pour ça que la série s'appelle Avatar, le dernier maître de l'air. Puisque il s'est réveillé 100 ans après l'extermination de son peuple. Et il se trouve que Aang est l'Avatar, c'est-à-dire le seul être de ce monde-là à être capable de maîtriser les 4 éléments. Et qui est censé du coup protéger le monde et être dans un rapport particulier avec les esprits et le monde spirituel, puisqu'il est le seul à savoir contrôler les 4 éléments, et donc il aurait une approche totale de la spiritualité, et son parcours c'est censé être d'intégrer en lui les 4 formes de pratique, et donc aussi les 4 formes de spiritualité, les 4 formes de maîtrise, qui sont liées à ça. C'est un peu le parcours de l'avatar classique, quoi. C'est de créer la synthèse entre toutes les formes de savoir, toutes les formes de spiritualité. Et dans la série, du coup, celui qui le poursuit, il est poursuivi en fait par la Nation du Feu qui cherche à le traquer et à l'enfermer. Et celui qui le traque, c'est Zuko, qui est le fils banni du roi, enfin du prince du feu. Qui d'abord représente une forme d'honneur bafoué, très énervé, et qui au fur et à mesure de la série va apprendre à dépasser ça. Et il est accompagné de son oncle Aero. Et Aero qui est le personnage préféré de tout le monde, en gros, de la Terre entière, c'est le meilleur personnage de l'univers. Donc déjà de base, la série... Ah mais c'est incroyable, et alors je ne te conseille pas la série Netflix animée qui est sortie... live action, pardon, qui est sortie il y a quelques mois parce que c'est une bouse. Je ne te conseille pas non plus le film de Shyamalan parce que c'est une bouse. En gros, toute adaptation live action est une grande bouse. Par contre, la série de base est sur Netflix et c'est la meilleure série de tous les temps. Je sais pas comment le dire autrement. Genre, c'est juste... chaque épisode est incroyablement géré. En fait, quand tu regardes la série la première fois, la saison 1, tu la trouves genre sympa. Bien faite, rythmée, rigolote, mais bon, il y a des fois des personnages qui peuvent paraître un peu naïfs, certains trucs qui paraissent un peu classiques. Et en fait, tu te rends compte quand tu re-regardes la série que c'est juste incroyable à quel point tout est construit, tout est amené au fur et à mesure, tout est déjà là dès le premier épisode, et où c'est un travail d'orfèvre d'épisode en épisode de construire un récit. Ou à la saison 3, t'es en mode putain, mais ça ils l'ont calé il y a 2 saisons, putain, mais ça ils l'ont calé il y a 1 saison, putain, mais ça il l'avait dit et c'est lié à ce qu'il a dit là et ce qu'il a fait là, et là ils se rejoignent. Et voilà. Donc clairement, c'est la meilleure série du monde. Et du coup, là-dedans, il y a le personnage de Aero qui est donc un maître du feu, qui est le frère du prince du royaume du feu, enfin de la nation du feu. Et donc l'oncle de Zuko, celui qui poursuit l'avatar. Et Aero, au début de la série, c'est un peu l'oncle marrant, bedonnant, qui fait des blagues un peu légers, qui essaye de prendre soin de son neveu. Et au fur et à mesure, il commence à incarner vraiment le mentor, le sifu de son neveu. Et donc il le guide dans un parcours spirituel et un parcours intérieur. Il essaye de le faire de lui une meilleure personne, de l'aider à trouver une forme de paix, à développer son potentiel, à surpasser ses peurs, ses échecs et ses frustrations. Et donc Aero, voilà, représente vraiment ce personnage-là, c'est la sagesse en gros. Vraiment, il incarne cette forme de sagesse. Sagesse où il est porteur d'une parole très profonde, très apaisante, très ouverte sur le monde. Et surtout, Aero a la particularité et vraiment la force d'être aussi un des seuls personnages, à part l'Avatar, qui comprend l'intérêt de s'ouvrir à toutes les spiritualités et à toutes les pratiques, en fait. C'est-à-dire, l'Avatar, ce qui fait sa force, c'est qu'il est capable de contrôler les 4 éléments. Mais ce qui, toi, dans ton fort intérieur, peut faire ta force, c'est de comprendre les 4 spiritualités, de comprendre les 4 philosophies liées à ces éléments. Et donc, il a un propos comme ça, vraiment d'ouverture spirituelle, philosophique.
Et du coup là je pensais regarder cette vidéo là qui se propose de dire cette pensée là de sagesse philosophique spirituelle d'Airo, elle correspond à quoi, d'où elle vient, elle est basée sur quelle spiritualité asiatique réelle, voilà, qu'est-ce que ça veut dire quoi, d'où ça vient, quelles sont les inspirations pour les créateurs du personnage d'Airo et de sa philosophie. Alors petit point avant, en fait, à la base, le personnage d'Airo était pas censé être aussi profond que ça. Il était vu plutôt comme un comic relief, comme un personnage qui amenait de la légèreté. Et en fait, il est incarné par Mako Iwamatsu. Et Wako Iwamatsu, donc il s'est fait connaître dans la canonnière du Yansei dans les années 60 et qui surtout est connu parce qu'il joue dans Conan. Et c'est la voix off de Samurai Jack. C'est un acteur japonais assez connu. Il est dans Le Chinois, avec Jackie Chan aussi, un des premiers films américains de Jackie Chan en 80. Et donc Mako ou Makoto Iwamatsu du coup, c'est lui qui a vraiment apporté au personnage une profondeur et une spiritualité. C'est-à-dire que c'est dans son incarnation du personnage qu'il a beaucoup travaillé avec les scénaristes, donc Michael Dante DiMartino et Brian Konietzko, qui avaient beaucoup de respect pour lui parce que c'était l'acteur de Conan, parce que c'est un mec avec une longue carrière, tout ça. Et ouais, je sais, ouais, j'y arrive. Et en fait, c'est Mako qui a vraiment donné au personnage, donc déjà sa voix si particulière. Il a ensuite été remplacé par Greg Baldwin qui a fait de son mieux pour reprendre la voix de Mako. Alors, je vais être vraiment très gentil avec Greg Baldwin parce qu'il a vraiment fait un effort sincère pour rendre hommage au travail de Mako, même si... salut Romain. Même s'il n'a pas pu... même si évidemment il peut pas atteindre les sommets, enfin même s'il peut, il peut pas remplacer Mako, il a vraiment fait un bel effort pour prendre le flambeau en tout cas. Mais voilà, c'est Mako qui, dans sa manière de s'approprier le personnage, il y a vraiment apporté au début cette dimension sage et spirituelle. Et au fur et à mesure, du coup, les créateurs se sont appropriés cet aspect de sagesse. Du coup, ce qu'il faut se dire, c'est que la vidéo là sur les origines, je pense que à un moment il dit les créateurs se sont pas inspirés de rien, ils ont forcément des inspirations. Je pense que c'est pas forcément comme ça qu'il faut le prendre. Je pense que c'est plutôt Brian Konietzko, Michael Dante DiMartino sont des gens très humbles et sages eux-mêmes. D'ailleurs, j'ai rencontré Brian Konietzko au concert Avatar en janvier, c'était un des plus beaux moments de ma vie. Il était genre à côté de moi, je suis pas allé le voir parce que je voulais pas le déranger, mais genre je l'ai vu. Il a parlé devant nous et il était dans la salle et genre il était à quelques rangs en face de nous et il a pleuré en même temps que tout le monde et genre j'étais juste trop heureux. Ouais, je sais, non mais vraiment c'était incroyable. Mais je pense que voilà, faut se dire que Brian Konietzko et Michael Dante DiMartino sont des gens de base très intéressés par les spiritualités orientales. C'est de là que naît la série à la base. C'est Michael Dante DiMartino qui prenait des cours de kung-fu, de wushu du coup, avec un entraîneur, et c'est lui qui lui a ouvert à ces questions-là. C'est ça qui lui a donné l'idée de faire la série et qui a aidé pour le développement de l'aspect martial de la série. Et du coup, à mon avis, Airo il représente plus une espèce de synthèse boogie-boulga occidentale, enfin d'un point de vue occidental, d'un mélange un peu de ce qu'on appelle la sagesse asiatique, mais qui en fait ne veut rien dire. Mais en même temps, qui veut dire quelque chose au sens où il n'y a pas qu'une seule philosophie asiatique, évidemment, il n'y a pas qu'une seule philosophie japonaise ou chinoise, il y a le taoïsme, le confucianisme, le bouddhisme. Ce sont des pensées qui proposent des visions de la vie assez distinctes et des philosophies très différentes les unes des autres, mais qui cependant reposent sur les mêmes bases et les mêmes fondements philosophiques, de la même manière que, au fond, toutes les philosophies occidentales reposent sur les mêmes fondements philosophiques. Et ça, c'est un des trucs que je voulais dire ce soir, c'est que l'intérêt, justement, de s'intéresser aux philosophies et aux spiritualités orientales, c'est aussi de se rendre compte de ce qui, dans la philosophie occidentale, n'est que occidental. C'est-à-dire de mettre en relief la particularité des philosophies occidentales et ce qui les détermine
au travers de l'étude de quelque chose qui ne l'est pas, et qui du coup permet de comprendre cette différence, quoi. Moi je sais que ça m'a fait vraiment ce choc-là, quand je me suis intéressé à l'hindouisme, au bouddhisme, au taoïsme, au confucianisme, c'est que je me suis rendu compte qu'il y avait une vraie unité de pensée, malgré la grande diversité de ces philosophies, et ce qui m'a fait réaliser en retour l'unité de pensée de la philosophie occidentale. Moi je dirais que la grosse différence, c'est que la philosophie occidentale est beaucoup basée sur la notion d'action individuelle et l'importance de l'action individuelle, là où les philosophies orientales sont beaucoup plus souvent basées sur un rapport qui va plus être de l'ordre de contemplation du monde et de compréhension du monde. Au sens où, par exemple, je pense qu'une des bonnes manières de le voir, c'est que il y a deux phrases qui sont très proches et qui pourtant montrent toute la différence entre les philosophies occidentales et orientales. La philosophie orientale, elle s'est beaucoup basée aussi sur... Alors, par exemple, voilà, les grands empereurs, les grands personnages romains avaient souvent derrière eux des esclaves qui leur répétaient « memento mori », qui veut dire « rappelle-toi de la mort, rappelle-toi que tu es mortel ». Et la manière de lutter contre cette réalité de la mort, c'était l'action. C'est-à-dire, parce que je vais mourir, je dois avoir une action qui est signifiante. Je dois faire un changement dans le monde. C'est par mon action que je transforme le monde, c'est par mon action que je donne un sens à mon existence mortelle. De la même manière, dans les religions occidentales, c'est par l'action qu'on est une personne bonne, et c'est par l'action qu'on rachète ses péchés. C'est par le fait de faire des choses. C'est par le fait de s'engager dans le monde par l'action qu'on le transforme, qu'on devient une meilleure personne, qu'on rachète ses fautes et qu'on donne un sens à son existence. Là où, dans les philosophies orientales, il y a beaucoup plus une notion... Alors par exemple, ici, c'est un concept qui est un concept japonais, qui est apparu, il me semble, au XIIIe siècle, qui est le... alors ça s'écrit Monono Aware, mais ça se dit Chino Aware. Pardon, j'avais une pub. Chino Aware, c'est un concept oriental qui veut dire l'empathie envers l'éphémère. L'empathie envers les choses éphémères. Fondamentalement, ça dit la même chose que Memento Mori, c'est-à-dire rappelle-toi que tu es mortel, rappelle-toi que tout va mourir. Mais ici, la pensée, elle est plus de dire, et donc, apprends à apprécier les choses dans leur caractère imparfait, dans leur caractère fini. Quelque chose de beau, enfin quelque chose d'imparfait, quelque chose de fini, quelque chose qui est voué à disparaître. Justement, apprends à profiter du fait que tu es là pour la voir. Apprends à la contempler de manière heureuse et à être en empathie avec cette chose-là dans son imperfection, dans son éphémérité. Donc tu vois, il y a le même truc de comment réagir face à la mort, comment réagir face au fait que rien n'est éternel, comment réagir face au fait que tout va disparaître et que je dois donner un sens à ma vie là-dedans. Donc il y a le même point de départ des philosophies, qui est fondamentalement la grande question philosophique. Comment réagir face à la finitude de mon existence, comment réagir face à la réalité de la mort, comment réagir face au fait que tout ce que je fais sera un jour détruit. Et tu vois, dans la philosophie occidentale, on est beaucoup plus dans le memento mori de l'action, dans le fait que c'est donc par mon action que je dois transformer, changer le monde, être signifiant dans le monde, alors que dans la philosophie orientale, on est beaucoup plus dans l'observation, l'empathie, la contemplation du monde. Et au final, c'est dans l'acceptation de ce monde-là et dans la capacité à y porter un regard empathique qu'on donne du sens aux choses. On donne du sens aux choses en apprenant à ne plus les voir au travers de notre ego, à ne plus les voir au travers de notre volonté de les changer, mais au contraire à surpasser notre ego pour les voir d'une manière dans leur beauté en elles-mêmes, sans y projeter nos considérations égocentriques. Là où en fait, et en fait du coup c'est pour ça qu'un des points fondamentaux qui distingue les philosophies occidentales et orientales, c'est beaucoup la critique de l'ego. C'est-à-dire qu'il y a peu de philosophes, à part peut-être Rousseau, et peut-être Nietzsche, mais sous une autre manière, mais surtout Rousseau, qui ont fait une critique de l'ego dans l'existence, de l'amour propre, de l'amour trop grand de soi, de la manière dont ne prendre en compte que nos considérations individuelles, personnelles, serait passé à côté
de la réalité des choses et de la manière de vivre heureux dans les choses. Ceux qui en ont un peu parlé, c'est les stoïciens, qui ont un courant surtout romain, enfin qui a commencé en Grèce, mais qui s'est développé surtout à Rome. Mais c'est moins sur la notion d'ego. Les stoïciens, leur idée, c'est plus je dois apprendre à accepter la réalité des choses, je dois apprendre à distinguer. Donc je pense à Marc Aurèle, à Cicéron, à Épictète, tout ça. C'est des auteurs qui ont dit faut apprendre à comprendre ce que je peux changer dans le monde ou pas, mais pour mieux agir dans ce monde. On revient à la notion d'action comme fondamentale. C'est-à-dire qu'en comprenant ce que je peux modifier ou pas, en comprenant ce que je peux... ce sur quoi je peux agir et ce sur quoi je peux pas agir, j'agis mieux. Mon action est plus signifiante, elle est plus performante. Tu vois, le point de départ de Marc Aurèle dans Les Pensées à moi-même, c'est comment je fais pour me lever le matin, pour agir dans le monde. Qu'est-ce qui me motive pour agir dans le monde? Donc tu vois, on est beaucoup dans cette notion d'action. Alors que, tu vois, dans les pensées hindouistes et bouddhistes, par exemple, ce qui empêche la réincarnation, c'est l'ego. C'est la génération de karma due à l'ego. Et donc, ce qui va permettre la réincarnation, ce qui va permettre l'accomplissement, l'éveil spirituel, c'est d'essayer de dépasser le point de vue seulement individuel, de dépoincer le point de vue égocentré, pour essayer de revoir les choses, revoir le monde, sans y projeter nos attentes, nos besoins, nos peurs, nos frustrations, mais simplement sous un œil d'empathie envers l'éphémère, c'est-à-dire de capacité à apprécier les choses dans leur beauté en elles-mêmes, dans leur éphémérité en elles-mêmes, sans avoir à y plaquer des principes moraux, sans avoir à y plaquer un besoin d'agir dans ce monde et d'avoir une action signifiante. Et donc c'est quelque chose de beaucoup plus... qui est beaucoup moins centré sur cette notion d'action, quoi. Et donc Aéro est beaucoup là-dedans, c'est-à-dire que... l'ego, du coup, c'est une forme d'action qui peut être péché dans la conscience asiatique. En fait, il y a moins la notion de péché dans la conscience asiatique, mais je comprends ce que tu veux dire. C'est-à-dire que l'ego... En fait, l'ego mène à une mauvaise compréhension du monde et donc à des actions qui sont vaines. Alors que quand tu te retires de l'ego, en fait, tu n'agis plus que parce que à ce moment-là, c'est la chose à faire. C'est-à-dire que ça te permet d'être dans un rapport beaucoup plus apaisé au monde, aux autres et à toi-même, plutôt que de voir les choses qu'au travers de ta personne, tes considérations sur le monde, tes projections morales sur le monde, tes attentes envers le monde. Tu deviens en fait du coup une espèce de... Disons que la finalité de beaucoup des spiritualités asiatiques, bien qu'elles diffèrent sur l'explication du monde, qu'elles diffèrent sur l'origine du monde, qu'elles diffèrent sur comment atteindre cette illumination, qu'elle diffère aussi sur la question de la réincarnation, bien qu'elle diffère sur beaucoup de choses, on peut former une espèce de synthèse de ces pensées-là autour de cette critique de la notion d'ego. C'est-à-dire qu'effectivement, sans ego, c'est un peu... J'aime bien la manière de comment tu le dis. Le fait d'essayer de libérer de l'ego, c'est effectivement, ça te fait passer de TPS à FPS, c'est-à-dire ça te fait d'un coup voir les choses en dehors de ton seul point de vue, qui du coup te biaise ta compréhension du monde et qui fait que tu peux pas bien t'insérer dans ce monde-là, parce que tu mets ton ego, tu mets tes attentes comme un prisme, comme un truc qui te bloque dans la manière de le comprendre. Et c'est vrai qu'Aéro est vraiment porteur de cette pensée-là, qui est de dire... Bah en fait, souvent, ce qui te fait mal comprendre le monde et mal agir dans le monde, c'est l'ego. C'est des attentes déraisonnées. C'est ce qu'il essaye d'apprendre à Zuko, quoi. C'est ce truc de arrête de penser le monde au travers de tes codes moraux, de tes attentes, de tes besoins, de tes souffrances. Apprends à voir le monde tel qu'il est, dans sa beauté comme dans sa cruauté, dans son caractère éphémère, et d'apprendre à apprécier ça, à apprécier la vie dans ce qu'elle a de fragile, d'éphémère, de beau comme de cruel, sans y projeter ton ego, et en apprenant du coup à t'ouvrir à l'autre, à considérer chaque vie comme belle et importante, à du coup être dans un rapport beaucoup plus de contemplation envers le monde, ce qui n'implique pas d'être passif, ça n'implique pas que tu ne fais rien dans ce monde, mais ça implique simplement que tu ne cherches pas à le transformer pour tes propres besoins. C'est pour ça que c'est ce truc-là de agir dans le monde pour conserver l'amour, la paix, l'équilibre, la fragilité des choses, et pas pour
pour tes propres besoins, tes propres attentes, parce que c'est le meilleur moyen de créer le déséquilibre dans ce monde fragile et éphémère. Et donc voilà, c'est vrai que la pensée d'Aéro, elle est le résultat, je pense, de la compréhension du point de vue de certains occidentales de ce fondement profond dans la plupart... Pardon, j'ai tapé mon micro. De ce fondement profond dans la plupart des sagesses asiatiques, qui est cette déconstruction de l'ego. Bon, maintenant qu'on a dit tout ça, je pense qu'on peut passer à la vidéo. Ça me paraissait intéressant, hein, j'espère que je vous ai pas saoulé avec mon tunnel d'une demi-heure, mais ça me paraissait intéressant de replacer un peu le fondement des sagesses asiatiques avec cette question d'ego et d'empathie envers l'éphémère, pour peut-être mieux comprendre d'où vient... merci beaucoup. D'où vient Aéro, d'où vient la compréhension que des occidentaux extérieurs à ces pensées-là peuvent avoir de la pensée asiatique. Et du coup, ça va peut-être aussi de mieux comprendre la vidéo qu'on va voir là, avec ça en tête. Voilà. Bon, je vous propose de lancer la vidéo, je la laisse un peu tourner, et quand je considère que c'est intéressant que j'arrête, ou si je vous réagissez, j'arrête. Mais je vais peut-être la laisser tourner un petit peu, parce que je pense que, contrairement aux vidéos de Scarblone qu'on a fait là, les deux dernières fois, où c'était bien de se poser souvent parce qu'il dit beaucoup de choses, là je pense que je vais le laisser un tout petit peu développer. Salut à tous et bienvenue dans ce petit hors. J'en profite aussi pour vous présenter pour le coup la chaîne d'un pote qui s'appelle Cédric Spinassou. Franchement c'est très intéressant, il fait alors ça on s'en fout. Je sais pas qui est ce mec. De la review de films, il vous présentera aussi des réals qu'il fait lui-même et des réals où il a participé en tant qu'acteur. Allez y faire un tour, c'est franchement très très cool. Voici une vidéo que j'avais envie de faire depuis très 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 longtemps. Je dis souvent qu'Avatar est la meilleure série de tous les temps. Bon, déjà c'est un pote à nous. Déjà, quand ça commence par Avatar est la meilleure série de tous les temps, on sait que la vidéo elle va être bien. Factuellement, je le dis parce que c'est le cas. Oui, cette série est la meilleure série de tous les temps. Elle aborde des tas de thèmes et montre des tas de choses intéressantes. Ça, normalement, vous le savez déjà. Et dans tout ça, même si les avis divergent sur la légende de Korra et que la fandom peut parfois se mettre sur la gueule... Alors, légende de Korra, c'est la suite du coup de Avatar. C'est toi qui présente ton frangin cet endroit. Ouais, Korra c'est la suite d'Avatar que j'adore, moi perso, que je défends corps et âme, que je considère être aussi bien que la série Avatar en elle-même, même si elle est différente. C'est juste qu'en fait c'est d'autres enjeux, c'est plus adulte, ça traite de sujets plus politiques. Il y a quelques maladresses, mais si on est honnête, il y a aussi des maladresses dans Avatar. Et franchement, Korra, voilà, faut vraiment, si vous êtes fan d'Avatar, faut vraiment regarder Korra parce que c'est d'une tout aussi bonne qualité, c'est tout aussi profond, c'est tout aussi bien écrit. Et surtout, on y découvre le meilleur personnage de tous les temps, qui est Wan, qui est le premier Avatar. Et juste Korra en plus, c'est absolument incroyable. Donc, il y a un truc sur lequel tout le monde est d'accord. Iroh est l'un, si ce n'est le personnage le plus aimé de la saga. Plein de sagesse. Oui, voilà, il se mouille pas. Rempli d'humour et de bonté et surtout mine à maxime de vie. Je pense que tout le monde sera d'accord si je dis que Iroh c'est le grand sage de la série, le Obi-Wan, le Gandalf, le Dumbledore de l'histoire. Ça, ok. Oui, c'est le mentor quoi, c'est celui qui représente la sagesse et le mentor. D'accord. Mais est-ce que vous vous êtes déjà demandé d'où venait cette sagesse? Quelles en étaient les inspirations? Bah oui, les créateurs sont pas des bons s'ils méditent en haut d'une montagne pour nous éclairer de leur incroyable sagesse. Vous vous doutez bien qu'ils se sont inspirés d'autres choses. Ouais, alors voilà, moi c'est là où... Voilà, les gars, ils posent les termes. Moi c'est là où je suis en léger désaccord avec lui, c'est que quand il dit, voilà, ce truc de... les créateurs se sont pas inspirés de rien, vous vous doutez bien qu'ils ont fait des recherches. Alors, oui, je sais qu'ils ont fait beaucoup de recherches sur les spiritualités, les arts martiaux, les machins. Après, je pense sincèrement qu'il n'y a pas une volonté de ramener Aéro à un courant particulier, mais vraiment de créer une synthèse sage et intelligente et humble de toutes les spiritualités asiatiques, parce que c'est même du point de vue d'Aéro ce qu'il faut faire. Quand Aéro dit qu'il faut s'inspirer de chaque élément, il faut comprendre chaque élément dans sa spiritualité, c'est Aéro lui-même qui dit il faut pas être dogmatique, il faut pas se référer à un courant spirituel particulier, mais faire une synthèse individuelle de tous les courants. Et moi j'aime le même rapport à la philosophie, hein. C'est-à-dire que je dis par exemple souvent que j'adore Platon, que j'adore Nietzsche, que j'adore Foucault, voilà, qu'il y a plein d'auteurs comme ça qui sont incroyables, j'adore Sartre, enfin voilà, il y a beaucoup d'auteurs qui m'ont beaucoup influencé. Après derrière, je reconnais aussi volontiers
leurs limites, les moments où ils sont cons, et je suis pas des adeptes de ces auteurs, et même si je les cite souvent, c'est parce que je réalise dans mon existence une synthèse individuelle de ces auteurs. Je fais en sorte de me les approprier, de les mélanger dans mon point de vue, et en fait, Airo, dans Avatar, est autant une influence sur ma spiritualité, sur ma vie, sur ma philosophie, que le sont Sartre, Nietzsche, Foucault, etc. Et donc voilà, et c'est là où en fait c'est mon petit point de désaccord avec la vidéo, qui serait de dire que la philosophie d'Airo serait une philosophie pardon, que la philosophie d'Airo c'est une philosophie comment dire ça, issue de beaucoup de recherches et qui serait savante, alors que pour moi, au contraire, elle n'est pas savante, elle est une espèce de synthèse émotionnelle de l'ensemble de ces courants. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Quelle est la philosophie d'Hiro et qu'est-ce que ça veut nous dire? Le tout bien sûr au travers de l'analyse de quelques exemples. Ah là, Korra. Full Metal Alchemist. Pardon. Il y avait Full Metal Alchemist. Bon, le mec qui est fan d'Avatar et de Full Metal Alchemist Brotherhood, clairement c'est mon frère et genre on nous a séparés à la naissance quoi. Et avant de déterminer quelle serait la philosophie d'Hiro, on dit bonjour à Seb du Grenier. On va définir d'abord ce qu'elle n'est pas. Et on va faire ça de manière logique. Avatar est une série qui puise principalement, voire quasiment totalement, ses inspirations dans l'histoire et la culture des sociétés. Oh, merci beaucoup pour le follow. Oula, waouh, incroyable. Mon dieu, bonjour. Bonjour tout le monde. Waouh. Excusez-moi, je m'attendais pas. Bonjour, bonjour. 756 spectateurs, bah dis donc. Eh bah, enchanté, waouh, merci beaucoup. Ouais, il y a plein de follow du coup, excusez-moi, je m'attendais pas. On passe d'un record de 40 à un record de 750. Salut tout le monde. Salut. Alors du coup, qui c'est qui raid? Excusez-moi, je regarde qui c'est qui raid. Tatiana TV, eh bah enchanté, merci beaucoup. L'objectif follow qui se fait démonter du coup, mais incroyable. Bonsoir tout le monde. Mais alors du coup, est-ce que Tatiana TV, je suis pas sûr de connaître, mais merci beaucoup. Je pense que c'est le nom Avatar du coup qui a attiré tout le monde. Eh bah bienvenue sur cette chaîne. Donc du coup, bah comme je pense qu'il y a tout le monde découvre pour la première fois, donc on est sur la chaîne Mange ta philo, Top Streamers France. Ah oui, bah oui, je suis con, je connais en fait. Non, j'ai pas une chaîne YouTube Avatar. Ah mais oui, Tatiana TV, ça me dit un truc. Oui, je connais carrément en fait. Oui, non mais excusez-moi, c'est juste ça m'a perturbé. Donc bienvenue sur Mange ta philo. Mange ta philo qui donc, ici on parle de philo, tous les mardis, ah bah je cherchais un live chill et quali, bah merci beaucoup, ça me fait très plaisir, et bienvenue à tout le monde, et j'espère que ça répondra aux attentes. Je viens de regarder la série pour la 2e fois, et bah voilà, parfait. Donc bienvenue sur Mange ta philo, on essaye de parler de philo tous les mardis à 19h30. L'idée c'est que on parle un peu de tout, alors parfois on parle de certains auteurs, parfois on parle d'un thème. On fait beaucoup de... Merci beaucoup d'être passé, et ça me fait super plaisir pour le raid, et à bientôt j'espère, et j'irai voir, moi j'essaierai même si de mes peu de viewers, j'essaierai de passer aussi, mais en tout cas merci beaucoup pour le raid Tatiana, ça fait très 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 plaisir. Et du coup, l'adaptation Netflix, t'as rien compris, on est bien d'accord. Alors là, tu parles à des convaincus. Justement, on était en train de chier sur l'adaptation Netflix il y a encore une demi-heure. Effectivement, l'adaptation Netflix, je trouve qu'elle a vraiment Netflixisé totalement le truc, et que ça a vraiment aucun intérêt. Là où, justement, j'étais en train de dire du bien de Korra juste avant, qui au contraire a vraiment dans une vraie continuité. Ouais, non, mais clairement, voilà, par rapport à la série, ça n'a quand même rien à voir. Et donc voilà, donc là aujourd'hui, l'idée c'était de partir. En fait, j'avais découvert une vidéo qui s'appelait La philo selon Airo. Et le but de la. Il y a plein de follow, c'est génial! Korra bête de meuf dans la série de base. Non, mais voilà, juste. Alors, ouais, en fait, Korra. Il y en a beaucoup qui aiment. Moi je trouve que c'est un peu différent, c'est plus adulte sur les thèmes. Il y a
quelques maladresses, mais sincèrement, je trouve que le questionnement spirituel de base est hyper intéressant en fait. C'est-à-dire que de poser la question de la place des raisonnements spirituels de la série Avatar, comment les intégrer dans un monde plus contemporain, comment les intégrer dans un monde où les enjeux spirituels ont un peu disparu, on est rentré dans des enjeux beaucoup plus matériels, beaucoup plus politiques, beaucoup plus sociaux. Je trouvais ça hyper impactant, quoi. Et du coup, c'est vrai que les personnages secondaires, on peut moins les aimer, mais je trouve que Switch à faire tout son possible pour interagir avec tous ses viewers du plus assidu au petit niveau. Bah écoute, j'essaye de faire pareil, je découvre, moi je t'avoue que j'ai jamais eu 300 viewers en même temps, normalement je suis à 4. Donc j'essaye de faire de mon mieux pour, mais en tout cas un immense merci à Tatiana TV, et voilà, c'est vraiment incroyable et ça me fait très 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 plaisir. Mais voilà, je trouve que Korra a cet avantage là, quoi, d'amener une réflexion un peu nouvelle. Et de moderniser ces réflexions-là, même s'il y a quelques maladresses que je reconnais, mais genre par exemple Zahir dans la saison 3, c'est juste un bête de méchant, quoi. C'est juste, c'est absolument incroyable. Et l'adaptation au film Avatar a rien à voir avec l'histoire de l'animé, on est bien d'accord. Alors c'est dur en plus de voir Shyamalan parler de cette adaptation, parce que je crois qu'il était sincère, quoi. C'est-à-dire que quand tu regardes les bonus dans les DVD de la série, il y a des interviews de Shyamalan, le mec est vraiment profondément sincère dans sa volonté de faire un truc bien. Il s'est vraiment juste sincèrement planté. Et c'est pire en fait. Genre, j'aurais préféré un mec, tu sais, un requin de studio qui vient. Ouais, voilà, tu vois, c'est un peu mon avis, Chin, je suis d'accord. C'est tu peux être sincère et n'avoir rien compris. Et je pense sincèrement que Shyamalan, c'est ça. Pourtant, Shyamalan, tu vois, Incassable, c'est vraiment un film que j'ai adoré. Son retour à Split, je l'avais trouvé vraiment réussi. J'ai pas vu ces derniers, mais voilà, il y a quand même beaucoup de films qu'il a fait que je trouve vraiment exceptionnels. Et je crois sincèrement qu'il avait rien bité au truc et qu'il s'est sincèrement planté. Mais genre, du coup, c'est un film que je déteste, mais je défends celui qui l'a fait. C'est un peu contradictoire dans ma tête. Mais bon. Et du coup, pour le live d'aujourd'hui, l'idée c'était que. Alors, attendez, je vais juste couper les signaux. Bah non, je vais pas couper. En fait, j'allais dire je vais couper les signaux d'alerte parce que du coup j'ai plein de gens qui sont follow, mais non, je profite. Je me nourris de ces signaux d'alerte. L'idée, ouais, en fait, c'était de commenter cette vidéo-là de la philosophie selon Aero. Alors, le point de départ, le son du micro ou le son des alertes? Salut Raphaël, ouais, je vais baisser le son des alertes, j'avais oublié que vous aviez le son aussi. Hop, du coup, oui, et ben je fais ça. Faut juste que je retrouve comment on fait. Excusez-moi, hop. Je pense que c'est là. Je m'en occupe. Tac. Alerte et tac. Pardon, excusez-moi, je m'en occupe. Tac. Vous allez me dire si normalement c'est bon là. Ah ouais, j'ai clairement explosé le record. Non, c'est pas bon. Excusez-moi, je ne sais pas comment on coupe les alertes. Je vais m'en occuper. Du coup, je réponds à tout le monde. Donc ouais, en gros, non mais genre, j'ai eu un gros raid de 700 personnes. C'est incroyable. Je suis juste hyper reconnaissant. Merci beaucoup, Tatiana, encore. Donc oui, Aero, c'est l'oncle de Zuko dans la série. Et je disais donc Aero qui dans la série représente vraiment cette sagesse-là, c'est-à-dire ce personnage porteur d'une forme de... ouais, je suis désolé. Qui est porteur vraiment d'une forme de sagesse profonde asiatique. Et donc là, avant que vous arriviez, je venais de finir un moment de commentaire sur quelle est la vision occidentale qu'on a sur les philosophies asiatiques. Je suis désolé pour ceux qui étaient là, mais du coup je vais le redire parce qu'il y a 200 personnes de plus par rapport à avant. Mais en gros, j'expliquais ce principe premier dans les philosophies asiatiques, par distinction avec les philosophies occidentales, qui est le rapport à la contemplation. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est peu présent dans les philosophies occidentales, à part peut-être un peu chez des auteurs comme les stoïciens, mais c'est rare, qui est la critique de l'ego, en fait, qui est la critique de la manière dont la pensée individuelle, l'ego, peut te créer un rapport au monde qui est biaisé. C'est-à-dire que tu
tu essayes d'agir dans le monde pour le transformer selon ta propre vision. Et donc tu n'agis pas dans le monde avec un regard. Bah écoute, alors il y a 200 pélos parce que je me suis fait raid par Tatiana TV qui a eu et du coup ça me fait super plaisir et donc du coup on est plein et ça fait trop plaisir. Mais voilà, du coup dans les philosophies asiatiques, dans la philosophie occidentale, c'est rare qu'il y ait cette réflexion autour de la manière dont l'ego change ton rapport au monde. Rousseau le fait un petit peu, mais c'est rare. C'est un auteur que j'ai vu, par exemple, que je fais en ce moment avec mes élèves sur comment l'amour-propre peut changer ton rapport au monde. Mais c'est vrai que dans la philosophie asiatique, c'est beaucoup plus ancré l'idée que si tu abordes le monde avec ton ego, c'est-à-dire avec un trop grand amour de soi, avec une trop grande volonté de changer le monde selon tes peurs, selon tes frustrations, selon tes propres désirs, selon la manière dont tu te projettes dans ce monde-là, bah nécessairement, tu ne peux plus profiter de ce monde, tu ne peux plus t'engager dans ce monde de la bonne manière. Et au contraire, la plupart des philosophies asiatiques, alors je pense au taoïsme, au bouddhisme, au confucianisme, notamment, qui sont les 3 grandes philosophies et spiritualités du monde asiatique, alors notamment Chine, Japon, Corée en particulier. Hein. Mais très souvent, il y a ce concept qu'on appelait le Chino Aware, alors qui s'écrit Monono Aware, je le mets là, mais qu'on appelle Chino Aware, et qui est en fait l'empathie envers l'éphémère. C'est-à-dire, si tu arrives à voir le monde en dehors de tes principes égotiques, si tu arrives à voir le monde sans y projeter ton propre ego, alors tu peux rentrer dans une forme de ce qu'il appelle d'empathie envers l'éphémère, c'est-à-dire de rapport plus... où en fait tu profites du fait que les choses soient imparfaites, que les choses sont vouées à disparaître, et donc forcément ça parle de sa propre mort, ça parle de la mort des autres, ça parle du fait de comment vivre dans un monde fini, qui est voué à finir, qui est voué à disparaître, où tout ce que tu fais dedans est voué à disparaître. Et donc là où la philosophie occidentale va beaucoup insister sur le besoin de l'action, j'ai besoin d'agir dans le monde pour le changer, j'ai besoin d'agir pour donner du sens à mon existence, pour laisser une trace de mon existence. Au contraire, les philosophies asiatiques vont beaucoup être dans la logique de... non, justement, face à cette éphémérité, apprends à apprécier l'éphémère, apprends à contempler l'éphémère et à voir à la fois la beauté, la cruauté, la fragilité du monde, la fragilité des équilibres dans le monde, et n'agis plus dans le monde pour le changer selon ta vision, mais agis pour conserver dans le monde cette beauté, cette fragilité, cet équilibre. Alors je vois, Jofit, souvent les antagonistes des animés de côté méchant ont souvent ce problème, ils croient faire ce qui est juste car ils veulent changer le monde, mais ils oublient qu'ils le font selon leur vision égoïste. Complètement, c'est complètement ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et c'est pas un hasard si souvent les méchants d'animé sont le reflet de ces pensées spirituelles-là, où on va être dans le... c'est ça, c'est des gens qui pensent sincèrement faire le bien, mais souvent, c'est maladroit comment je vais le dire, mais très souvent, en fait, du coup, les méchants des animés représentent un peu une forme de pensée occidentale. C'est-à-dire en tout cas de mode de pensée plus occidental basé sur l'action, sur la transformation du monde par ton action. Et c'est vrai que souvent ils sont représentés comme méchants parce qu'au lieu d'agir pour conserver l'équilibre et la fragilité du monde tout en appréciant sa contemplation, ils agissent pour le changer selon leur propre point de vue égotique et égoïste, quoi. Et c'est complètement ça. Et tu vois, par exemple, voilà, le cliché du personnage principal de Shonen qui au début cherche à se transformer, changer le monde, etc., souvent est dépassé par sa mission. Je pense à Deku dans My Hero Academia, ou voilà ce genre de personnage. Très souvent, ils apprennent au fur et à mesure à ne plus agir selon leurs envies, selon leur propre vision du monde pour atteindre leurs propres objectifs, mais ils apprennent à se détacher de ça pour ne penser plus qu'en termes de protection de l'équilibre du monde, de sa fragilité, et donc de se dépasser de leur ego. Alors si j'ai bien compris, t'es prof, est-ce que du coup pendant tes cours tu fais des rêves pour relier les auteurs comme Descartes ou Nietzsche à des œuvres actuelles, manga, animé, cinéma? J'essaye beaucoup,
J'essaye beaucoup de faire ça, j'essaye beaucoup de m'adapter aux rêves de mes élèves aussi. Alors bon, j'ai que 27 ans encore, donc j'arrive encore normalement à suivre un peu, mais j'essaye de beaucoup faire, ouais, de complètement de protéger l'équilibre aussi. Mais ouais, j'essaye de beaucoup de m'adapter pour rendre le cours. Bah, il y a certains de mes élèves qui sont dans le chat. J'ai pas répondu, pardon, à Raphaël et Katou Antemax. Oui, Hiro, plus grand philosophe. En tout cas, dans les animés, bien sûr, j'aime toujours Platon et Nietzsche de tout mon cœur. Hein, je vais pas dire le contraire. Ah, merci beaucoup, ça me fait plaisir. mais ouais, j'essaye d'essayer de relier à des réflexions plus culturelles, tout ça. Et c'est aussi un peu le but de ce live-là et de créer Mange ta philo. Mange ta philo, c'était aussi une occasion d'être moins dans les considérations du bac, des méthodos, tout ça. C'était aussi pouvoir avoir des moments plus libres. Tu vois, là, dernièrement, on a... ah, ça me fait trop plaisir, merci. Ah, vous me touchez là, devant 180 personnes, vous me faites des compliments, je sais plus où me mettre. Mais ouais, d'essayer de créer aussi un espace où on parle de philo de manière cool, accessible à tout le monde, mais aussi sans avoir les peurs du bac, tout ça quoi. Et donc du coup, on peut parler de tout, de rien. Tu vois, la semaine dernière, on a parlé de l'oubli. La fois d'avant, on a parlé de l'éternel retour chez Nietzsche, on a parlé de l'amour, on a parlé de plein de choses comme ça, et c'est un peu le but de cette chaîne, quoi, de créer des dynamiques. Jofit, oui, c'est vrai, j'avais kiffé le parallèle avec l'Occident sur cet aspect-là d'ailleurs, et ça se pose bien à la mentalité japonaise qui est très respectueuse de l'équilibre. Ouais, complètement, tu vois, c'est tout à fait. C'est tout à fait ça, c'est vraiment ce point de vue-là. Et du coup, la vidéo que je souhaitais commenter, que j'avais commencé là, porte sur ça en fait, porte sur bah, du coup, Airo, ce personnage-là qui représente dans Avatar cette sagesse orientale. Quelle est sa manière de l'approprier, quelles sont ses origines surtout. Je dis ça parce que ma prof de philo en terminale faisait des références à One Piece pour parler sur certains sujets du programme et ça fait suivre les gens pas très chauds de base. Ouais, bah c'est ce que j'essaye de faire. Alors, c'est beaucoup les films d'animation qui marchent pas mal. One Piece ça marche pas mal. Naruto ça marche pas mal en STMG aussi. Ouais, bah, j'essaye de faire en sorte de. Après, moi, à la base, je voulais pas forcément être prof, et au final, j'y prends un plaisir de dingue. Et c'est surtout vraiment ma passion à la base, quoi. Donc ouais, c'est une manière de... Tu vois, là derrière, il y a plein de trucs de culture. Moi, j'adore le cinéma, j'adore ce manga animé, et je suis passionné de philosophie. Et du coup, ben, cette chaîne, c'est cette occasion aussi de partager tout ça, quoi, et d'en discuter avec des gens que je connais pas, et de créer l'échange. Donc c'est hyper chouette. Euh, Je vais voir le 8 sur le devoir de Nietzsche, je vais me retrouver ma veste au calme. Ah bah cool, bah tu vois, ben, et je pense qu'il y a ça. Ben, alors si t'aimes la SF, on a un live de prévu dans quelques semaines. Alors je fais pas de live pendant les vacances histoire de souffler un peu, mais on fait un live sur l'utilisation de la caverne de Platon pour parler de Matrix, avec un pote à moi qui est fan de Matrix. Et bah, merci beaucoup. Voilà, avec un ami à moi, Roman, on est tous les deux très fans des 3 premiers Matrix, du 4 aussi, si je suis sincère, mais pour d'autres raisons, et beaucoup moins, mais voilà, mais surtout des 3 premiers Matrix. Et du coup, on va faire un live pour montrer comment on a souvent utilisé l'allégorie de la caverne de Platon pour parler de ce film. Est-ce que c'est justifié? Est-ce que c'est suffisant pour comprendre le film? Est-ce que c'était vraiment le propos des réalisatrices? Voilà, on va parler de ça. Et par rapport à Dune, écoute, moi, c'est une œuvre de base que j'aime beaucoup, Herbert. Je suis pas très fan de Denis Villeneuve. Je trouvais que le premier film... En fait, j'avais pas aimé le premier film, parce que je trouvais que la volonté esthétique prenait beaucoup le pas sur le propos et sur l'expérience que pouvait être un film Dune, mais comme ça se passait encore dans le monde des Harkonnen, tout ça, finalement, cette froideur, elle était cohérente. C'est-à-dire que j'aimais pas, mais je trouvais ça cohérent et je trouvais que c'était une bonne proposition artistique. Par contre, j'ai pas vu le 2, mais j'ai peur dans le 2 qu'il y ait cette même froideur et cette même rigidité, sauf que pour parler des Fremen, j'ai peur que ça s'y prête moins. Mais après, j'avoue, je vais pas parler d'un film que... Je vais pas critiquer un film que j'ai pas vu, s'il faut, il le fait mieux. Mais là où, par hasard, le premier film pouvait à peu près correspondre entre les Harkonnen et la froideur de la réal, j'ai peur que la froideur de la réal se confronte à la pensée des Fremen, quoi. Voilà. Mais en tout cas, voilà, pour ce qui est de la vidéo d'Airo, cette vidéo, elle propose donc une réflexion sur les origines
C'est très centré sur les persos. Bah écoute, je pense que je regarderai le 2 quand il sortira. J'avoue que ça m'embêtait de dépenser de l'argent pour y aller. Mais je pense que je regarderai le 2 du coup et on pourra en rediscuter sur ce live avec grand plaisir. Mais j'avoue que voilà, je me prononce pas sur un film que j'ai pas vu, ce serait pas juste pour Denis Villeneuve. Ouais, merci beaucoup d'être passé, Raphaël, ça fait plaisir, bon courage. Mais voilà, donc vidéo que je vais relancer où il se proposait de dire quelles sont les origines philosophiques de Hyrule. Et donc mon propos là-dessus, c'était de dire, en fait, il n'y a pas vraiment une seule origine philosophique. C'est plutôt les créateurs de la série qui ont réalisé une espèce de synthèse autour des pensées orientales et surtout autour de cette question de la déconstruction de l'ego. Mais la vidéo propose d'un peu montrer les différentes pensées asiatiques, les différentes spiritualités, et de montrer là-dedans ce que Hyrule pioche, de laquelle il serait plus proche, tout ça. Donc moi je propose, je vais relancer la vidéo, je vais poser de temps en temps pour commenter, mais je vous propose qu'on se remette dessus du coup. Donc je vais juste revenir à la fin du générique. En gros, avant l'intro de la vidéo, c'est simplement, on va se demander d'où vient Hyrule, quoi. Donc on venait vraiment de la commencer sur le fond. Et avant de déterminer quelle serait la philosophie d'Hyrule, on va définir d'abord ce qu'elle n'est pas. Et on va faire ça de manière logique. Avatar est une série qui puise principalement, voire quasiment totalement, ses inspirations dans l'histoire et la culture des sociétés d'Asie de l'Est. Donc si je regarde les principaux courants philosophiques de cette région du monde, on voit clairement plusieurs courants majeurs se distinguer. Ouais, donc juste pour commenter là-dessus, c'est vrai que je disais en début de live, chaque élément est non seulement relié à une culture, mais il est aussi relié à un art martial en particulier et à une spiritualité en particulier. Donc si je prends par exemple les tribus de l'eau, c'est les sociétés inuites qui sont représentées, mais avec un art martial en particulier qui est le tai chi, ce qui est logique parce que le tai chi repose sur la logique de flux et de mouvement des flux dans le corps, ce qui est très cohérent avec une pensée de l'eau évidemment. Et c'est une spiritualité qui est très liée autour de ça, donc c'est à dire que c'est vraiment des formes de spiritualité qu'on ne pourrait pas relier, enfin si, qui à la limite pourrait se rapprocher du taoïsme dans l'idée de Tao Te Ching, c'est-à-dire de ce qui en apparence est opposé, qui est en réalité complémentaire et qui n'est qu'un cycle des choses. Cette cyclicité dans le monde, ce côté les choses se répètent et les contraires en réalité créent le mouvement du monde en se passant de l'un à l'autre, une montagne qui est ensoleillée d'une part et assombrie de l'autre le matin sera ensoleillée de l'autre part et assombrie de l'autre le soir. Enfin voilà, cette idée-là de monde cyclique dans lequel les opposés s'enchaînent et se mélangent pour créer la diversité du monde. Et qui du coup très centré sur la notion de flux, de soins, c'est une forme de taoïsme. Là où par exemple les nomades de l'air sont clairement inspirés des cultures tibétaines et népalaises autour du bouddhisme, avec comme art martial le Bagwazeng qui va beaucoup reposer sur le mouvement fluide, l'utilisation de ton corps pour faire des mouvements ingénieux, fluides et rapides, et sur une spiritualité bouddhiste donc qui va beaucoup être sur la notion de détachement, d'où l'élément de l'air qui est l'élément de la liberté. Alors pas une liberté dans un sens occidental, c'est-à-dire d'une liberté de licence de faire tout ce qu'on veut tout le temps, mais plutôt une liberté en un sens de libération. Le Bagwazeng, ouais, alors c'est pas du tout connu. Je vais essayer de retrouver le je sais plus l'écrire, je suis désolé. Voilà, Bagwazeng. C'est pas du tout connu le Bagwazeng, c'est chinois, là-bas c'est du nord de la Chine. Tu vois, c'est intéressant parce qu'il y a le symbole taoïste, le yin et yang, mais qui renvoie à la philosophie taoïste. Et ouais, Bagwazeng, tu vois, qui va être très fondé sur qui est dit interne. Écoute, avec plaisir. Mais tu vois, à la limite, je regarde juste s'il y a des images de Bagwazeng. Le Bagwazeng est un art martial interne et comme pour le Tai Chi Chuan, l'accent principal, ce qui revient... Bon, lui il est nul et long, mais tu vois, si je prends des démonstrations de Bagwazeng, on va peut-être retrouver, tu vois, des gestes de hang. C'est des gestes très rapides, c'est des gestes où t'as l'impression que le mec presque flotte sur le monde.
Et tu vois, on retrouve vraiment les mouvements de Aang quand il combat, c'est-à-dire, tu vois, voilà, ces mouvements très rapides, très légers, et qui renvoient à une forme de liberté, mais dans sa conception très orientale, de liberté, de libération des attaches au monde, en fait. Et non pas de licence d'agir. Mais ça rejoint en fait ce que je disais tout à l'heure, qui est cette différence entre la conception occidentale qui est très fondée sur l'action et la philosophie orientale, asiatique, qui est beaucoup plus basée sur la contemplation et sur la préservation de l'équilibre du monde, où la libération, c'est une libération de soi-même, c'est une libération des attaches au monde, c'est une libération de l'ego. Oui, qui serait voilà, plus une sorte de libération de l'esprit, tout à fait, de l'esprit de ses propres chaînes. Ouais, et au final, tu vois, c'est ça, il marche un peu au temps et il est constamment en mouvement. Et donc voilà, ce qui renvoie à cette pratique très libre, quoi. Là où la Terre, par exemple, c'est le Ongar. Ouais, tu vois, on voit vraiment une forme de liberté dans les mouvements. Là où la maîtrise de la Terre, c'est basé sur le Ongar, qui est une forme de kung-fu, donc de wushu, donc qui est chinois. Ouais, c'est presque de la danse finalement, le Bagua-Zheng, c'est très dansé en fait. Là où le Hongar, tu vois, c'est très ancré dans la terre, quoi. Le Hongar, qui est l'art martial qui a inspiré la terre, est vraiment très ancré dans le sol. On le voit. Alors, j'ai pas de vidéo, mais tu vois, c'est vraiment la position ouverte, les jambes ancrées. On est relié au sol, on ne bouge pas du sol, on est un roc, quoi. Et c'est basé sur l'équilibre et sur la capacité à ne pas tomber. Alors, petit truc intéressant, petite parenthèse, le royaume de la Terre est fondé sur le Hongar, mais Toph plus particulièrement fait une forme particulière de Hongar qui est la forme de la grue, je crois, et qui a été inventée par une combattante d'art martial de Hongar, femme et aveugle. Et donc du coup, c'est vraiment, voilà, Toph, la manière dont Toph combat est très particulière à cette forme de la grue du Hongar, qui a elle-même été inventée par une femme aveugle, quoi. Donc vraiment, les recherches sont allées aussi loin. En fait, je pense que c'est pas connu parce que nous, en fait, bon, les arts martiaux, on connaissait un petit peu, mais ce qui a beaucoup aidé à la connaissance des arts martiaux, en fait, si on est sincère, c'est beaucoup les films dans les années 70-80 pour le grand public. Or, il y a Bruce Lee qui fait une forme de wushu, donc d'art martial chinois. Tous les films hongkongais en fait présentent des formes de kung-fu, alors très différentes, hein, mais c'est des films hongkongais, donc c'est une culture chinoise en termes d'arts martiaux. Les Karate Kid où c'est du karaté, et après le judo, le taekwondo, la boxe thaï un petit peu plus dernièrement. Il y en a aussi beaucoup qui commencent à être plus connus grâce au MMA, parce que le MMA va amener de la connaissance de certains arts martiaux moins connus. Mais effectivement, tu vois, le Bagua-Zheng, le Hongar, c'est des arts martiaux qui sont en fait plutôt des sous-courants. En fait, parce que le Kung Fu, ça n'existe pas. Le Kung Fu, c'est le Wushu, c'est boxe chinoise. Mais en fait, il y a 150 courants dans le Wushu. Et le Bagua-Zheng est un courant du Kung Fu, le Hongar est un courant du Kung Fu. Et je pense que c'est des choses qui sont beaucoup plus connues là-bas, mais parce que aussi les écoles d'arts martiaux en Chine sont aussi des écoles spirituelles. C'est des moines, les mecs, littéralement. Et donc, en fait, je pense que ça demande aussi une connaissance des différents courants spirituels chinois autour du taoïsme, autour du confucianisme, pour aussi connaître les courants martiaux qui se sont développés à partir de là. Je pense que c'est aussi pour ça que ça s'est moins exporté, parce que nous on dit que Bruce Lee fait du kung-fu, tu vois, parce que ça veut dire boxe chinoise, et donc on pense pas aux détails des différents kung-fu à l'intérieur, quoi. Le confucianisme, le taoïsme et le bouddhisme. Bon, ça, j'ai pas dit de conneries, il est d'accord avec moi. Donc effectivement, alors bouddhisme qui s'est d'abord développé en Inde, qui est une forme de courant alternatif de l'hindouisme à la base, et qui s'est développé ensuite dans ses deuxième et troisième mouvements vers la Chine et vers l'Asie. Le bouddhisme zen, par exemple, c'est son mouvement japonais, si je dis pas de bêtises. Le confucianisme, qui donc est extrait de la pensée de Confucius. Confucius qui va être un auteur... Alors, vraiment... Le point commun du taoïsme et du confucianisme, c'est vraiment qu'il n'y a pas de dieu. C'est que c'est vraiment une pensée du monde et de son équilibre. C'est particulièrement vrai pour Confucius, où le confucianisme amène plus une forme de... Le confucianisme, en fait, si vous voulez, c'est trois philosophies qui sont très complémentaires. C'est-à-dire que
le pratiquant spirituel chinois, pas forcément réflexif, en fait pratique un peu les trois en même temps, parce que le bouddhisme amène la pensée du monde et la pensée de comment ça se pratique. Le taoïsme amène vraiment la philosophie. Le taoïsme, c'est le Tao Te Ching, le Tao Te Ching, ça dépend des traductions. Tao Te Ching, Tao Te Ching, voilà, Tao Te Ching, on peut l'écrire plein de manières. Ça se base sur ces écritures-là. Et le confucianisme amène plus le côté pratique, le côté les pratiques quotidiennes en fait, le côté cultuel plutôt. Mais fondamentalement en fait, ces trois pensées qui sont très différentes dans leurs origines, mais qui se complètent dans la pratique quotidienne. Je suis désolé, j'espère que c'est pas... pardon, je vois que je vous donne l'impression de pas être cultivé, j'espère... Enfin, c'est pas du tout mon but, pardon, je sais pas si c'est un peu trop oppressant comment je le dis, j'espère que c'est intéressant quand même, mais je voulais pas du tout donner cette impression, au contraire, c'est juste genre je partage les choses qui me passionnent, mais voilà, et si je donne l'impression d'aller trop vite ou d'être trop écrasant, surtout n'hésitez pas à me le dire si c'est pas clair, hein. Mais voilà, Ok, bon, tant mieux, désolé. Maintenant, voyons ce que donnent quelques maximes d'Hiro vis-à-vis de ses philosophies. There's nothing wrong with a life of peace and prosperity. Alors, qu'avons... Ouais, alors ça fait partie vraiment de ses pensées fondamentales d'Airo. Il le dit notamment sur Alors c'est un des trucs qu'il dit à Aang à la fin de la saison 2 qui me touche particulièrement. Et là, c'est aussi ce qu'il a dit à Zuko. Et donc il lui dit en fait il n'y a pas besoin de rechercher nécessairement la puissance et le pouvoir, parfois juste apprendre à rechercher le bonheur et le rapport à l'autre, c'est largement suffisant. Et je pense que du coup c'est une manière ici de parler justement de cette déconstruction de l'ego, de la déconstruction de cette volonté de changer le monde à partir de ses propres attentes, plutôt que de s'intégrer dans le monde sous la forme d'une contemplation active pour en protéger l'équilibre. Je pense que c'est plutôt là-dedans. Nous là, clairement, un appel à laisser tomber ses attaches et à vivre une vie plus simple, mais qui n'en reste pas moins heureuse. Life happens wherever you are, whether you make it or not. Là, Hiro tente de faire comprendre à Zuko que, qu'il le veuille ou non, sa vie continuera, même s'il renonce à son nom et à son titre. Ouais, la simplicité n'est pas très déconstruction de l'ego, quoi. un défaut, et si tu peux trouver le bonheur dans cette même simplicité, alors il vaut mieux que tu restes où t'en es. Bon, ces maximes sont magnifiques et peuvent redonner espoir à ceux qui s'imaginent avoir une vie trop banale. Après tout, si toi tu es heureux dans ta vie, qu'importe que tu ne sois pas la personne la plus célèbre ou plus riche du monde. Si tu es heureux, c'est ce qui compte. Du coup, je vois ça et je me dis, ok, Hiro est taoïste. Un détachement. Ouais, alors c'est vrai que du coup, la philosophie qui a le plus parlé de la notion du détachement, la notion d'abandon des attaches terrestres et des attentes terrestres, c'est très présent dans le bouddhisme également, mais c'est vrai que c'est aussi au fondement du taoïsme, quoi. Dans cette notion de toute façon, les choses sont dans un flux constant, les contraires se succèdent, et apprends simplement à t'intégrer dans cette éphémérité et ce flux constant, plutôt que d'essayer de te projeter et de le changer à ton avantage. Des valeurs matérielles, une volonté de vivre simplement avec peu, mais heureux et comblé, un certain optimisme et la volonté de voir le bien partout, en particulier dans la nature. Ouais, Alors, Hiro est-il un taoïste ? Eh bah, pas vraiment en fait. Voire carrément pas du tout. Parce que si la vie simple et tout le reste sont des principes du taoïsme, il y en a un autre qui surpasse presque tous les autres, et c'est le non-agir. Même pas la non-violence, le non-agir. On est à un stade très élevé de pacifisme, qui ne colle pas vraiment avec Hiro, qui lui n'hésitera pas à se battre, même si c'est en dernier recours. Oui, alors c'est hyper intéressant. En vrai, la vidéo est pas mal parce que c'est vrai que c'est un point hyper intéressant là-dessus. C'est vrai, je parlais de contemplation depuis tout à l'heure, mais il y a plusieurs manières de comprendre la contemplation, c'est-à-dire que c'est vrai qu'on peut entendre par contemplation du coup le retrait du monde, dans la prière ou dans la réflexion et dans le non-agir pour ne plus interférer dans cet équilibre du monde. Mais on peut entendre aussi la contemplation dans un sens actif, dans un sens de, justement parce que je contemple l'équilibre du monde, sa fragilité, son éphémérité, c'est justement pour ça que je vais agir pour protéger cette beauté, cet amour dans le monde. Et donc effectivement, là, la pensée taoïste, voilà, dont il montre le caractère plutôt non-agir, ne correspond pas à cette conception active de la contemplation. C'est tout à fait vrai.
She's crazy and she needs to go down. Là, c'est carrément un appel à la violence, encore une chose qui le fait s'éloigner de cette philosophie. Et ça, c'est pour le pacifisme, mais même pour la non-action. Après, je répète un peu la critique que j'avais fait à la vidéo au début du stream, à l'époque où on était 4, à l'époque où j'étais encore... mais je trouve que... il faut pas oublier que... Enfin, il y a un angle de la vidéo qui serait de dire... Aero a une pensée qui serait une pensée savante, qui serait complètement réfléchie de la part de Brian Conesco et Michael Dante DiMartino, les créateurs. Et donc, il faut vraiment essayer de comprendre en quoi Aero serait l'incarnation totale d'un courant en particulier. Et moi, je suis en désaccord avec ce point de vue-là, parce que justement, comme je disais, Aero représente le fait que la spiritualité, les philosophies ne sont pas des dogmes, ne doivent pas être suivies à la lettre. Tu dois les intégrer dans ta vie en tant qu'être humain. Et donc là, par exemple, tu vois, c'est quand il explique à Zuko, l'avatar tire sa force de la compréhension des 4 éléments, mais toi aussi, tu dois tirer ta force de la compréhension des 4 éléments, parce que comprendre les 4 éléments, c'est comprendre leurs 4 spiritualités, leurs 4 esprits, leurs 4 philosophies qui portent ces éléments, et c'est par l'appropriation de ça que tu pourras en tirer une connaissance individuelle, que tu pourras en tirer une force individuelle. Et donc... Là, de dire là, il est pas du tout taoïste parce qu'il est dans le truc de violence, machin. Je pense qu'il y a aussi un moment où il faut se rappeler, après, c'est un humain. Genre, c'est un personnage humain. Et comme tout personnage humain, il y a des fois où il essaye d'appliquer son action dans sa spiritualité. Il y a des fois où c'est juste un humain avec des émotions et qui réagit comme ça. Et justement, en fait, c'est la force du personnage de Aero de ne pas être un dogmatique qui va vouloir absolument imposer une vision particulière religieuse, mais d'être un humain qui, dans sa finitude, dans ses émotions, dans sa complexité, tire un peu de chaque spiritualité pour en faire un boubi-bougui individuel. Chose que tout le monde devrait faire avec la philosophie, avec la spiritualité, avec tout. Hein. Moi, je prenais l'exemple, mais voilà, j'adore Sartre, j'adore Nietzsche, j'adore Foucault, j'adore plein d'auteurs. Pourtant, je suis défenseur dogmatique d'aucun d'entre eux. Juste, il y a des choses dans l'un, et il y a des choses dans l'autre, et il y a des choses dans machin qui me touchent, que je m'approprie, et qui font de moi la personne que je suis, mais dans mon individualité et en tant qu'humain, et qui est pas juste un philosophe, quoi. Enfin, de toute façon, je suis pas philosophe, c'est pas la question, mais qui est pas juste un mec qui étudie la philo, et qui apprend la philo aux autres. Juste vraiment plutôt dans une culture individuelle dans ma vie, dans la manière dont je vis mon existence, je fais une synthèse des choses qui m'intéressent, autant Aero que les autres philosophes, quoi. Donc c'est pour ça, là, de dire il est pas tout à fait taoïste, c'est vrai, parce qu'effectivement, il n'y a pas la notion de non-agir, de non-action totale. Après, de toute façon, Aero ne sera rien totalement, quoi. L'action, c'est pas ça. It's time for you to look inward and begin asking yourself the big questions. Who are you? And what do you want? Hiro Ce moment dans la série, juste... Pouah. Invite clairement Zuko à l'action, à se bouger le cul et à enfin décider de ce qu'il va faire de sa vie, au lieu de se détruire dans une vision de lui-même que les autres lui imposent. Un taoïste lui aurait juste dit de laisser tomber tout ça et de venir vivre dans la nature. De plus, Hiro fait preuve de valeurs qui sont assez loin des valeurs du taoïsme, ce petit fripon faisant preuve d'une certaine dose d'hédonisme qui ne correspond que très moyen. Donc hédonisme, hein, ça veut dire le fait de rechercher les plaisirs. C'est une pensée, une philosophie qui est basée sur le fait que tu considères que le bonheur dans l'existence est atteint par une certaine recherche des plaisirs, une certaine recherche du plaisir par les désirs. Et donc un hédoniste, c'est quelqu'un qui va profiter de la boisson, de la nourriture, des plaisirs corporels, parce qu'il considère que ça fait partie de son bonheur. Alors il y a des hédonistes radicaux, c'est-à-dire qu'une forme qui dit que c'est seulement par le plaisir qu'on pourrait atteindre le bonheur. Après, toute pensée peut avoir une part d'hédonisme, c'est-à-dire dire que il suffit pas de chercher le plaisir pour atteindre le bonheur, mais sans plaisir, il n'y a pas de bonheur. Tu vois, c'est une forme d'hédonisme modéré, qui est de dire qu'il faut accepter une part nécessaire des désirs dans notre existence, et du plaisir dans notre existence, sans que ça soit la clé totale et finie du bonheur. Dans le bonheur, ça demande aussi compréhension, effort sur soi, tri parmi ses désirs, réflexivité, détachement. Mais voilà. Mais par contre, il doit avoir une place. Bah, en fait, ça dépend. Je pense que dans le taoïsme, oui.
ce que je réponds du coup, le plaisir est forcément associé à des dérives. Je pense que dans le taoïsme, il peut avoir cette idée que toute forme de désir est une forme d'expression de la volonté individuelle, et donc sort de la conception du non-agir et de ne pas perturber l'équilibre des choses. Et c'est une pensée qui est aussi présente en Occident, beaucoup via la pensée religieuse, de condamnation des désirs. Platon est un auteur qui va particulièrement porter cette condamnation des désirs, en disant les désirs ne sont que l'expression du corps, ce n'est pas par eux qu'on atteint le bonheur. Un homme qui poursuivrait il donne cette image dans le Gorgias, il dit un homme qui ne poursuivrait que ses désirs serait comme un tonneau percé. C'est-à-dire qu'il essaierait constamment de remplir quelque chose qui se renouvelle constamment, et donc en fait la vie d'un homme qui ne recherche que ses plaisirs est une vie de frustration, parce qu'un désir par définition, il se recrée dès l'instant où il est terminé, et donc ce serait une vie absurde, frustrante, et dans laquelle aucun bonheur n'est possible. Bon, cette conception-là, elle est quand même assez elle peut vraiment être remise en question, et il y a des pensées d'hédonisme modéré, Épicure par exemple, par l'idée que certains plaisirs sont naturels et nécessaires, certains désirs sont naturels et nécessaires et sont bons. Par contre, d'autres désirs devraient être contrôlés parce que ils ne sont pas remplissables. C'est-à-dire que on a les désirs comme l'amitié, la connaissance, boire, manger évidemment, hein, les plaisirs de base, mais aussi certains plaisirs sains pour l'esprit et le corps qui permettent de développer son existence et qui peuvent être facilement répondus. Et d'autres types de désirs non naturels, non nécessaires, qui portent sur plutôt des sujets sociaux, la gloire, l'argent, le pouvoir, et qui, eux, ne pourraient mener qu'à qui sont pour du coup là des formes de dérive, et qui ne pourraient mener qu'au malheur. Effectivement, voilà, si on était dans une pensée taoïste radicale, je pense qu'effectivement tout plaisir est associé à la dérive, alors que c'est pas du tout le cas d'Aero. Aero effectivement intègre l'hédonisme dans sa vie, et a raison, si je peux me permettre de me positionner moi-même là-dessus, a raison. C'est-à-dire que la critique du plaisir comme n'ayant pas sa place dans l'existence, elle n'a pas de sens. C'est Rousseau, hein, dans les rêveries du promeneur solitaire, qui dit que le plaisir, il est force motrice. Il fait partie de la vie de l'être humain, et l'être humain a besoin du désir pour avancer, pour rechercher les choses, pour se motiver, pour agir dans le monde. Et donc voilà, intégrer le plaisir aussi dans le plaisir de l'existence, c'est-à-dire dans le plaisir pris au fait même d'exister, c'est fondamental. Et toute pensée qui fait une condamnation du plaisir sous toutes ses formes, selon moi, ne peut pas être une pensée viable sur le plan de l'existence. C'est-à-dire qu'elle peut être un guide à l'action, mais elle peut pas être appliquée telle qu'elle, parce que tu peux pas demander à quelqu'un, à un être vivant, de nier toute forme de plaisir et de désir. C'est pas viable comme fonctionnement moral, quoi. Moyennement un taoïste, on va dire, mais également il est ouvert à la civilisation. Et vu que le taoïsme voit la civilisation comme une très très mauvaise chose, en fait, ça paraît pas, mais le taoïsme est une philosophie assez rétrograde et réactionnaire, dans le sens qu'elle n'est vraiment pas ouverte à la modernité. On invite notamment les gens, et je cite... Ouais, alors après, bon, est-ce que c'est pas d'un point de vue d'occidental aussi de dire ça, sachant que le caractère traditionnel dans les pays asiatiques, notamment au Japon, même si le taoïsme c'est pas forcément le plus développé au Japon, mais c'est aussi très ancré dans la culture. C'est-à-dire que la notion de progrès, elle arrivait beaucoup plus tard dans les pays asiatiques, et elle arrivait de manière violente à partir du 19e, 20e siècle. Donc bon, ouais, effectivement, critique de la civilisation, mais aussi d'une pensée qui naît il y a 3000 ans, ou il y a 2000 ans, je sais plus, 3000 ans je crois, le taoïsme, et qui, dans un pays immense, dans lequel la civilisation est venue tard, et où du coup, le fait de vivre en harmonie avec la nature et dans la non-action envers la nature, c'est la réalité des gens qui vivent dans ce pays-là au moment où elle naît. Donc effectivement, ce serait plus un taoïsme moderne qui pourrait être vu comme rétrograde, mais pas au moment où il est né, quoi. Cite, à vider les têtes et remplir les ventres. De plus, Hiro se soucie énormément des autres et donc de la société, alors que le taoïsme lui dirait plutôt de s'en détacher. Ouais. Donc une chose est certaine, Hiro n'est pas taoïste, bien que certaines de ses morales s'en rapprochent sur certains points. Mais le personnage globalement... Ouais, mais en fait, les morales qui s'en rapprochent, c'est parce qu'elles se rapprochent, c'est parce que c'est la question de l'ego, c'est la question de la contemplation, c'est d'accepter le monde dans son caractère imparfait et éphémère, mais ça, le bouddhisme, le confucianisme et le taoïsme partagent ces points de vue-là. Donc en fait, c'est pas juste, il est un peu taoïste, c'est que toutes ces pensées ont ça en commun, quoi. On se détache beaucoup trop du taoïsme pour qu'on puisse le rentrer dans cette philosophie.
Bon, un candidat en moins du coup. On passe au confucianisme. Et là, c'est pas compliqué, c'est un non direct. Oui, mais Enfin, parce que oui comme je et disais, non. le confucianisme, c'est plus un ensemble de pratiques en fait. Le confucianisme, c'est ce qui. Ça marche de film, merci beaucoup d'être passé, et bon appétit, et au plaisir de te revoir sur un live bientôt. Et merci pour les échanges qu'on a eus, c'était hyper chouette. Le confucianisme se base principalement sur la recherche d'une société parfaite, basée sur la vertu de ceux qui l'habitent. Ouais, tu vois, c'est ça. Quand je disais le confucianisme, il va plutôt en général fournir les pratiques. C'est parce qu'effectivement, comme il recherche la société parfaite, finalement, le confucianisme, ça a moins d'enjeux spirituels. C'est plus une manière de dire voici comment les gens devraient se comporter. Et donc c'est pour ça que je dis que le confucianisme, il va plutôt amener l'aspect cultuel. Il va amener l'aspect voici comment les gens devraient vivre dans la société pour que ça fonctionne. Donc c'est pour ça que c'est très complémentaire. Oh, merci beaucoup pour le follow, je suis très content que tu apprécies la chaîne. Et au plaisir du coup de rediscuter de philo tous ensemble. Mais voilà, quand je disais le confucianisme, il amène quelque chose de beaucoup plus concret et cultuel, c'est parce que lui, il parle de la société, quoi. Bon, déjà, la vertu de Hiro, on repassera. Il n'hésite pas à apprendre Vous noterez sur la carte l'Union soviétique au nord, la carte date un peu, quoi. voleur à voler mieux, il est chaud du slip, jamais avare de distraction et amateur de bonne chair et de bonté. Il accepte même de se rendre complice du vol du chevautrus de gens l'ayant aidé, lui et Zuko. Ouais, mais encore une fois, il est humain. C'est là où je suis pas d'accord avec la vidéo, quoi. C'est qu'il y a un moment où Aero ne correspondra jamais à une vision totale et absolue d'une seule forme de spiritualité. Il est humain. Quand il voit son neveu en souffrance qui vole un cheval autruche pour s'enfuir, bah il aime son neveu, quoi. Et il sait que son neveu il fait des erreurs et que c'est compliqué, mais il essaye de l'aider. Donc bon, c'est pas blanc ou noir, quoi. Ouais, on a vu mieux comme vertu. Par contre, si Hiro ne correspond pas à une morale issue du confucianisme, paradoxalement son parcours fait penser à celui de Confucius lui-même. À la Ça c'est intéressant, ça. Je savais pas ça. recherche d'un prince comme Confucius l'était pour le mettre au pouvoir et le voir diriger une société vertueuse. Ce que Hiro fait avec Zuko, bien que celui-ci soit loin d'être le meilleur prince du monde. Mais après... Pardon. Ah, ça je n'accepte pas, par contre. Ça je n'accepte. On ne critique pas Zuko. Je n'accepte pas cette critique. Je suis désolé, mais là je me révolte. Là, je ne veux pas entendre que Zuko n'est pas le meilleur prince du monde. Surtout si vous lisez les BD que j'ai ici. Sincèrement, le parcours de Zuko, c'est juste incroyable. C'est sur le principe qu'il s'éloigne énormément de la morale confucianiste. En fait, cette philosophie se base sur des points qui sont assez éloignés de la morale d'Hiro. Le confucianisme prône le respect des traditions, de la légitimité c'est du ça. pouvoir et de la hiérarchie sociale. Confucius pensait en effet que la morale si. était la Je base. suis désolé, c'est le meilleur prince. Là-dessus, je prends tout le monde. Octogone avec tout le monde, je vous prends tous en même temps. Zuko, c'est le meilleur prince. C'est-à-dire où on débat, si vous voulez, en fonction du mode de communication que vous préférez. Mais merci beaucoup pour le follow. Mais vraiment, non, Zuko, meilleur prince. Hein. Ça, y a pas de doute. Par contre, je savais pas que Confucius, sa vie avait consisté à rechercher un prince. Ça, tu vois, je connaissais pas. Du coup, effectivement, c'est intéressant. Ouais, débat, c'est sympa aussi, on est d'accord. Mais effectivement, c'est intéressant que le personnage de Aero représente un peu celui de Confucius. Mais par contre, ouais, je suis d'accord pour dire que ça n'a pas de sens ici de parler de confucianisme, au sens où Aero est pas du tout dans l'aspect cultuel, quotidien, traditionnel, quoi. De la politique, et c'est à partir de ce concept qu'il a élaboré son système de pensée. Les traditions, déjà. Hiro n'en est pas particulièrement fan. Je rappelle que dans la Nation du Feu, la tradition c'est de cramer la gueule pour t'apprendre une leçon. Bah oui, le Firelord légitime, c'est lui, normalement. Et même s'il a accepté de lâcher son trône à Ozai, reste qu'il ne lui est pas fidèle. La hiérarchie sociale, bah c'est un membre de la famille royale qui n'a aucun problème à vivre dans la pauvreté. There is a simple honor in poverty. Ouais, c'est vrai. Et même pire, qui pousse son neveu, lui aussi de haute naissance, dans les bras d'une pure roturière des quartiers pauvres. I was wondering if you would like to go out sometime. He'd love to. Great. I'll meet you in front of the shop at sundown. Et pour la morale, on reparle de ça? Uncle, I didn't see you get hit with the tongue. Ouais, mais c'est Oula, Aero ça du nous fait premier, c'est Aero des premiers temps, quoi. En vrai, la vidéo elle est basée, hein, parce que je trouve qu'il explique quand même assez bien le taoïsme et le confucianisme, alors que c'est assez galère à expliquer. Bon travail, hein. Je connaissais pas Quanknar, je sais pas du tout si ces autres vidéos ce que ça vaut, mais en vrai, beau travail. Hein. 2 candidats en moins. Du coup, ce serait le bouddhisme. Eh bah, voyons voir ça. Ah, ça, Alors, je pense pas. le bouddhisme. Parce que le bouddhisme, c'est quand même Aang. Ne serait-ce que dans les tenues, c'est clairement Aang qui représente le bouddhisme, et il y a vraiment une différence
si on fait une analyse un peu de la série, il y a une vraie différence entre Aang et Aero, au sens où Aang est vraiment, lui, centré sur cette notion de libération individuelle. C'est d'ailleurs un des grands débats du bouddhisme entre ce qu'on appelle le bouddhisme du petit véhicule et le bouddhisme du grand véhicule. Le petit véhicule, c'était le bouddhisme des proches de Bouddha. Au premier temps, c'est l'espèce de bouddhisme un peu première forme 1.0 traditionnelle. Et le bouddhisme du grand véhicule, ce serait le bouddhisme tel qu'il s'est développé ensuite. Et le bouddhisme qu'on connaît aujourd'hui, c'est le troisième véhicule qu'on appelle le véhicule du diamant. Mais le premier véhicule, il prône que la libération, c'est une libération intérieure individuelle, que chacun doit en son âme chercher à totalement se libérer, à totalement ouvrir l'ensemble de son esprit, de se détacher totalement de l'ego et de rechercher à totalement ne plus générer de karma, parce que le karma, c'est les déchets émotionnels, en fait, c'est ce qu'on génère quand on a des émotions. Et donc l'idée, c'est d'être dans un détachement total du monde pour rejoindre le samsara, pour rejoindre pour sortir du samsara, c'est-à-dire pour sortir du cycle de réincarnation et atteindre le nirvana, c'est-à-dire l'état d'extase, qui est de sortir donc du cycle des réincarnations de ce samsara. Et donc dans le bouddhisme première forme, c'est purement individuel. Chacun doit de son côté essayer de... merci beaucoup pour le follow. Chacun doit de son côté essayer de faire ce parcours spirituel individuel, alors que le bouddhisme du grand véhicule, celui qui va se développer plus comme une forme de religion, dit non, la libération n'aura lieu que tous ensemble. Un bouddhiste ne peut pas chercher à libérer sa propre âme tant qu'autour de lui, il y a des gens qui ne se sont pas libérés. Là-dessus, c'est un peu plus proche du christianisme, avec le niveau d'universalité chrétienne. C'est dans le christianisme, cette idée que le Christ reviendra seulement quand tout le monde, quand l'ensemble de la terre sera christianisé. Dans le bouddhisme du second véhicule, c'est évidemment complètement différent, c'est pas du tout les mêmes enjeux, mais il y a un peu cette idée-là aussi, qui est que la libération, c'est ce que doit atteindre, c'est ce que doit viser chaque être. Ouais, ça marche à coup, à tout de suite. C'est ce que doit viser chaque être. Or, tant que tout le monde ne l'a pas atteint, tant que le bouddhiste peut aider les autres à l'atteindre, il ne doit pas chercher à l'atteindre lui-même. C'est-à-dire que c'est dans cette idée-là de je dois aider tout le monde à l'atteindre. Mais cette libération-là, elle est vraiment purement détachement des enjeux mondains, quoi. Et donc elle est quand même assez opposée à cette vision d'Aero qui est d'agir dans le monde pour aussi des enjeux plus émotionnels, personnels. C'est-à-dire que c'est aussi la sagesse qu'amène Aero à Aang à la fin de la saison 2, quand il lui dit « Arrête de rechercher absolument la libération. » C'est trop hard, en fait. C'est-à-dire de considérer que toute émotion génère du karma, que tout attachement est un problème. Il lui dit « Tu peux préférer l'amour. Tu peux préférer l'amour et le bonheur. Tu as le droit de préférer l'amour à la libération de l'esprit. » Et donc c'est pour ça que je colle un peu la vidéo. Je pense que vraiment le bouddhisme c'est pas la bonne porte d'entrée sur Aero. Moi instinctivement j'aurais plutôt dit taoïsme, mais c'est vrai que la vidéo a raison de dire que dans le taoïsme il y a l'idée de pas agir dans le monde et qu'Aero lui agit, mais le bouddhisme n'est pas le bon angle, parce que Aero dit non, préfère l'amour et le bonheur à la libération de l'esprit et à l'éveil, quoi. C'est très compliqué le bouddhisme. Grosso merdo, je vais vous la faire extrêmement simple, parce que sans déconner, pour cette vidéo, j'ai fait des recherches sur le bouddhisme et mon verdict, c'est un bordel. Donc... Alors same, hein. Quand j'ai essayé de me renseigner sur le bouddhisme, vraiment pareil. Hein. Putain, c'est exactement ça, quoi. On va faire ça très simple. Grosso merdo, c'est dirigé par 12 grands principes, mais ça prendrait trop de temps de vous les exprimer. Du coup, dans le cas présent, je vais utiliser le noble sentier octuple pour définir le bouddhisme. Ouais, noble sentier octuple, c'est en gros les 8 manières de bien agir dans le bouddhisme. Donc c'est la bonne pensée, la bonne conduite, voilà, c'est l'ensemble des manières de bien agir dans le monde. Alors oui, je sais que c'est vraiment très fortement résumé le truc, mais là c'est vraiment trop long de tout expliquer. Le noble sentier octuple étant 8 principes qui doivent mener à l'éveil de l'âme, et Hiro étant un voyageur pendant toute la série, autant voir si lui-même suit ce sentier. Ouais. Les 8 sentiers étant la compréhension juste, la pensée juste, la parole juste, l'action juste, les moyens d'existence juste, l'effort juste, l'attention juste, et la concentration juste. Ouais. Alors, on voit tout ça, et on se dit, Hiro est bouddhiste. Sometimes life is like this dark tunnel.
You can't always see the light at the end of the tunnel, but if you just keep moving, you will come to a better place. Et franchement, on en est très proche. Mais encore une fois, certains détails viennent faire dire que Hiro ne serait pas totalement bouddhiste. Alors, Il j'espère que j'ai suit bien call. clairement le noble sentier octuple. Et dans Korra, il a atteint l'éveil de l'âme en partant dans le monde des esprits. De plus, ses actions et morales collent avec les 4 nobles vérités de Bouddha. Heureux à coup. L'existence universelle de la souffrance, sa cause qui est le désir mal dirigé, son remède qui est l'élimination de la cause, et le sentier octuple du développement personnel qui conduit à la fin de la souffrance. Bon là c'est un petit peu théorique, je vais pas rentrer dans le détail parce qu'effectivement c'est un bordel comme il dit le bouddhisme, mais c'est vrai que voilà, s'il fallait résumer le bouddhisme, c'est la vie est souffrance, elle sera toujours souffrance, et le cycle de réincarnation est un cycle de souffrance. La vie est souffrance parce que c'est notre ego qui crée la souffrance, c'est notre génération d'amour-propre, d'ego, de karma qui génère cette souffrance. Pour faire cesser cette souffrance, faut sortir du cycle de réincarnation. Pour sortir du cycle de réincarnation, faut cesser la génération de karma et donc faut détruire notre ego. Et pour faire ça, pour atteindre l'éveil de l'esprit et sortir de toute forme de génération d'émotions et d'ego, faut suivre la compréhension juste, l'action juste, le moyen d'existence juste, etc. C'est-à-dire que c'est en gros un guide à l'existence. Et ce guide à l'existence qui va être apprend à bien comprendre les choses, apprendre à bien agir, apprend à faire en sorte que ton action soit en accord avec tes principes. Bon, voilà. Mais ceci étant dit, je suis en désaccord quand même. Je pense qu'il va en parler avec l'idée que Airo cherche une libération totale de l'esprit. Même si c'est vrai que dans Korra, il l'atteint, mais son rapport à son fils, son rapport à Zuko, le fait qu'il dise à Aang de préférer l'amour et le bonheur, pour moi, c'est pas une pensée bouddhiste. Oh, she's crazy and she needs to go down. Et oui, même le côté acceptation de la violence est là. Mais, il reste un point qui définit quasiment totalement Hiro et qui n'est pas abordé. Qu'est-ce que Hiro aime faire ? Qu'est-ce qu'il fait le plus dans la série, par devoir mais aussi par plaisir personnel ? Il aide les gens. Oui. Hiro est quelqu'un de profondément tourné vers les autres. C'est ça qui le différencie très fortement des 3 courants de pensée précédemment cités, qui sont... C'est ça, et quand je disais que le bouddhisme c'était quelque chose de très individuel, alors peut-être un peu moins celui du second véhicule du coup, mais il reste que quand même il y a quelque chose de profondément individuel dans la pratique bouddhiste. Et ouais, du coup, mais elle est vraiment bien la vidéo, hein. Je suis très content d'avoir choisi celle-là, surtout le jour où je me fais raid. mais ouais, vraiment, c'est pas con quoi comme manière de l'aborder. Le côté trop libération purement individuelle de l'esprit dans le bouddhisme, ça correspond pas à Hiro et le fait qu'il est tourné vers les autres quoi. Sont principalement axés sur le développement personnel comme le bouddhisme ou sur l'établissement d'une société très éloignée des valeurs d'Hiro pour le confucianisme tout comme pour le taoïsme. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste ? Ah, alors ça serait tout ? Hiro ne serait qu'un melting pot de plusieurs courants de pensée, une espèce de pot pourri qui prend ce qu'il arrange ? Bah en vrai moi c'est un peu mon call. Mon point de vue c'est un peu ça. Pas méchamment, pas de manière condescendante, mais parce qu'il a été écrit par des occidentaux, quoi. Même s'il est joué par Makoto... Enfin, par Mako, même s'il est joué par Mako, et que Mako amène aussi beaucoup... RIP Mako, hein, vraiment. Même si Mako amène vraiment... Merci beaucoup pour le follow. Même si Mako amène une vraie sagesse et un vrai fond spirituel au personnage dès qu'il arrive... Faut se rappeler que ça reste quand même Michael Dante DeMartino et Brian Conesco qui écrivent le personnage. Donc moi le call 2 c'est un peu un melting pot des pensées orientales et du coup il reste quand même un peu occidental dans son rapport à l'action, mais ils intègrent la question de la déconstruction de l'ego. C'est vraiment ma manière de penser, c'est mon call sur Airo quoi. C'est ce truc de et je pense que c'est à partir de là où moi je prends une autre voie que la vidéo qui est de dire bah voilà, Airo n'est pas bouddhiste, Airo n'est pas taoïste, Airo ce n'est pas confucianiste. Il est surtout pas confucianiste, ça c'est sûr, mais il est le produit de la manière dont l'Occident a reçu les pensées orientales, notamment le taoïsme et le bouddhisme, dont elles se les ont appropriées à partir de leurs propres valeurs et dont elles en proposent une synthèse au travers de ce personnage d'Airo. Moi c'est vrai qu'instinctivement j'aurais arrêté l'analyse à ce moment-là. Bon, et c'est intéressant, c'est que la vidéo est pas finie, donc on va voir ce qu'il propose. Eh bah, pas vraiment. Ah. Puisqu'il nous reste un dernier candidat. Les 100 écoles. Et encore une fois, C'est un
Bordel! En gros, la période des 100 écoles décrit l'âge d'or de la philosophie chinoise et comprend beaucoup de courants de pensée différents, et au sein de ceux-ci, on en trouve plusieurs principaux. Et dans ces principaux, on retrouve le légalisme et le moïsme. Bon, le légalisme, c'est une soumission directe au pouvoir et ça a mené à pas mal de bordel et de tyrannie, donc c'est non. Et donc le moïsme. In the darkest times, hope is something you give yourself. Ça, cette phrase-là. Dans les moments les plus sombres, l'espoir est un cadeau que tu te donnes à toi-même, mais clairement... Voilà, quand je dis Aéro le plus grand philosophe, cette phrase-là, elle prouve tout, quoi. That is the meaning of inner strength. Alors, le moïsme, Aéro le c'est plus un grand courant philosophe, de hein, c'est pensée. tout. Hein. Aéro le plus grand philosophe. Alors, le moïsme, du coup, je connaissais pas le moïsme. Là, je vous avoue que je découvre totalement. Le moïsme, c'est un courant de pensée qui est majoritairement connu pour le concept de bienveillance impartiale, ou plus simplement d'amour universel. Le Ok. moïsme, c'est une philosophie qui correspond parfaitement à un héros en fait. En gros, ça promeut l'idée qu'une personne devrait se soucier impartialement de tous les individus, quelles que soient leurs croyances, et surtout quelles que soient leurs relations vis-à-vis de ces individus. C'est une philosophie qui va beaucoup vers l'autre et vers le bien de l'autre, par une répartition équitable des biens matériels et la volonté de prévenir les souffrances des individus. Sometimes the best way to solve your own Basé, hein. Putain, je connaissais pas le moïsme. C'est vrai que ça correspond exactement à Aéro, quoi. C'est le... De mettre à cette notion de contemplation, de déconstruction de l'ego, de l'utiliser dans le fait d'être tourné vers l'autre et de soucier de l'autre, c'est exactement ça. C'est franchement impressionnant. problems is to help someone else. Cette maxime est une pure maxime de moïsme. D'ailleurs, avant qu'on vienne me le sortir dans les commentaires, toutes ces philos, excepté le bouddhisme, et encore pas vraiment, sont à séparer des religions, car elles n'intègrent pas de figure divine. D'ailleurs, Ouais. si on considère souvent le confucianisme comme l'équivalent à la chrétienté chinoise, il faut bien comprendre que le moïsme s'est bâti en opposition à celui-ci. Alors que les adhérents du confucianisme croient qu'il est naturel et correct de prendre soin des gens selon différents degrés dans cette idée de respect de l'ordre établi, de la hiérarchie et des ancêtres, les Mozi par contre défendent l'idée que tous devraient être traités équitablement. En fait, c'est des putains Ouais, c'est... de coco. Et en Ouais, mais finalement, c'est cette idée que chaque vie est sacrée, qui est très fondamentale, à la fois chez Aang et chez Aéro, hein, mais chaque vie est sacrée, chaque vie est complexe. Si tu sors de ton ego, si tu sors de ta manière d'appréhender le monde, tu te rends compte que chacun essaye de faire de son mieux, que même les gens qui font le mal essayent de faire de leur mieux. Et fondamentalement, tu ne peux que essayer, toi, par un effort de décentrement de ton ego et d'apprendre à apprécier le monde dans sa fragilité, dans son caractère éphémère, de tourner vers les autres pour essayer de protéger ses vies, protéger cette fragilité, protéger et accompagner et contempler la vie des autres, quoi. Je suis convaincu, moi, pour l'instant. En fait, c'est au-delà de ça. Faut bien comprendre que dans le moïsme, la moralité est définie non pas par la tradition ou les rituels, c'est pourquoi on ne voit jamais Hiro prier ou faire quelconque rituel mystique, et pour la tradition, on a déjà vu que Hiro s'assoit dessus en plus. Dans le moïsme, la moralité est bien plus déterminée par un constant guide moral. Il faut guider moralement les autres tout en se faisant guider par eux. Ah, c'est Et là, c'est c'est fou, le c'est carton. exactement un héros. Complet. Hiro guide constamment Zuko sur le chemin du bien-être, même quand ça lui coûte, mais Zuko le guide également sur le chemin de la repentance et du deuil après la mort de son fils, bien que cela Zuko n'en soit même pas conscient. While it is always best to believe in oneself, a little help from others can be a great blessing. Et donc voici notre réponse. La philosophie de Hiro semble être donc une philosophie moïste. Mais bien sûr, cette vidéo n'est pas là pour vous dire de vivre selon cette philo. Tout le monde n'est pas Hiro. Bon, après... Ouais, mais c'est quand même, ça s'adapte quand même vachement bien à la pensée de Hiro, et quand t'es fan de Hiro... Bon, je suis pas en train de dire à tout le monde d'être moïste, évidemment, hein. Je fais aucun prosélytisme, et c'est pas du tout le propos, je découvre en même temps que vous, hein. C'est juste pour dire... Effectivement, moi j'avais beaucoup creusé du coup taoïsme, confucianisme, bouddhisme et hindouisme, parce que c'est quand même les 4 grandes religions asiatiques. Je pense que je vais prendre un moment pour m'intéresser au moïsme, parce que clairement, basé quoi, genre je connaissais pas du tout le moïsme, et si on s'intéresse à Aéro, moi ce que je prenais pour un espèce de blougi-boulga d'un peu tout ça, j'ai l'impression que le moïsme en fait une synthèse hyper intéressante. Après, au vu de la date de création du moïsme, qui est déjà dans les années 100 apparemment, si j'ai bien lu, un petit peu avant, ce serait pas aberrant de dire que le Moïse est déjà une forme d'effort de synthèse des 3 religions. Mais une forme de synthèse qui du coup est beaucoup plus aboutie que mon col, qui était simplement une synthèse d'un point de vue occidental. Donc
félicitations Coinquenard, t'as été plus malin que moi. Ouais, c'est pas une religion, ça n'emmerde personne, donc si vous voulez vous y mettre, pourquoi pas. Moi je peux pas, j'aime trop faire chier les gens. Par ce petit focus sur ce point qui est la morale et la philosophie d'Hiro, je voulais avant tout mettre 2 choses en avant. Premièrement, les philosophies asiatiques sont majoritairement inconnues du grand public, ou pire C'est vrai, encore, hein. sont connues mais uniquement dans un ensemble de clichés qui ne correspondent pas du tout à ce qu'elles sont en vérité. Quand on dit taoïsme, les gens pensent au hippie et au yin et au yang. D'ailleurs, au passage, le yin et le yang, ça ne représente pas du tout le bien et le mal. Et les taoïstes seraient pas très fans des hippies. Oui, c'est vrai que le yin et yang, on a tendance à dire que c'est le noir, le mal, le bien, le bien, le blanc. Mais non, c'est un propos beaucoup plus général sur la fausseté des contraires. C'est-à-dire que ce qu'on a l'habitude de considérer comme opposé, contraire, est en fait une fausse opposition, puisque les deux, tout ne fait que se succéder et tout n'est que dans un flux dans le monde. Et du coup, le yin et yang insiste beaucoup plus sur cette notion de flux et de changement constant et de complexité des choses qui ne sont jamais séparées, jamais opposées, plutôt qu'une simple manière de dire ah ben il y a du bien dans le mal, il y a du mal dans le bien. Ça c'est très occidental comme manière de le penser. Ça fait pas de mal de se plonger dedans déjà pour en apprendre un peu plus sur ces philosophies qui guident un bon tiers de l'humanité, mais également pour voir en ce qu'elles ont de positif et également de négatif. Et en deuxième temps, je voulais aussi faire un retour sur le personnage de Hiro, montrer que Hiro n'est pas seulement un perso sage, mais que ses paroles et actions s'imbriquent dans une philosophie globale et construite. C'est pas juste des phrases philo sorties comme ça par hasard. Hiro a une ligne philosophique qu'il respecte en toutes circonstances durant la série. Et je trouve que cela rend toutes ces phrases encore plus belles. Encore une fois, Avatar est la meilleure série du monde, une série qui t'apprendra plus sur la philosophie asiatique que n'importe quel cours de philo. Hiro est... Ouais, c'est pas faux. Malheureusement, on parle pas assez de... il y a le prof de philo en moi qui commence à mal le prendre. Alors qu'il a complètement raison, je suis d'accord avec lui, hein. On parle pas du tout assez de philosophie asiatique en cours de philo, on n'a pas le temps malheureusement, j'aimerais en parler beaucoup plus. Mais c'est fou parce que moi j'ai vu la série 3 fois, je pensais, évidemment, je vais la revoir évidemment, mais c'est fou quoi, là je redécouvre encore un angle par lequel je vais prendre plaisir à revoir la série, c'est incroyable. Du coup je vais essayer de me renseigner sur le moïsme, mais je vais revoir la série, pour des soucis voilà, de faire bien les choses bien, pour voir comment Hiro du coup il met en place ce moïsme, mais c'est incroyable. Tant le meilleur professeur possible pour Zuko, mais également pour le public, et j'espère que ces leçons vous toucheront aussi. Quant à moi, je vous dis à bientôt et salut. Even in the material world, you will find that if you look for the light, you can often find it. But if you look for the dark, that is all you will ever see. Ah, le bâtard. Ah! Ah, ça fait mal ça. Bon, pour Aku, qui a dit qu'il allait mater, qui a pas encore maté, je coupe là pour pas spoil. Bon, remarque, non, ça spoil pas. Mais là, Aku, je suis en train de souffrir. Et tous les fans d'Avatar sont en train de profondément souffrir à cette musique. Leaves from the vine, falling so slow. Bon, ça lâche un petit follow, hein. Franchement, je connaissais pas du tout. Je vais aller regarder les autres vidéos, voir s'il y en a d'autres un peu du même type. Parce que c'était vraiment quali. J'espère que vous avez trouvé aussi, mais vraiment le travail de recherche était hyper carré. Et ça correspondait vraiment à moi aussi les recherches que j'avais fait sur ces philosophies-là. Donc c'est hyper chouette. Bah super. Hop, je repasse comme ça. Non, mais vraiment hyper intéressant. Je connaissais pas le moïsme, je vais me renseigner un peu. Mais sincèrement, c'est hyper intéressant de revoir le personnage d'Hiro sous ce prisme-là, parce que moi j'avais mis le plus grand philosophe justement parce que je l'abordais sous cette idée de synthèse de pensées différentes, qui est moi la manière dont je vis la philosophie. Mais finalement, s'il y a une pensée qui s'y rapproche plus particulièrement, après je lâche pas mon histoire quand même. C'est-à-dire que le propos d'Hiro, c'est quand même apprendre à te nourrir de toutes les pensées. Donc je ne nie pas l'idée de Coinquenard qui serait que l'idée d'Hiro serait moïste. Je reste persuadé que la force d'Hiro, c'est aussi sa capacité à synthétiser des pensées diverses au sein d'une seule individualité, et que c'est ça qu'il faut aussi retenir de Hiro. Mais bon, ça n'empêche pas d'aller s'intéresser à ce moïsme. Hop, bah écoutez, nickel, je vais remettre ça en fond. Et bah voilà, parfait. Bon bah écoutez, moi j'ai passé un super moment. C'était très chouette. Je remercie encore énormément le raid et de Tatiana TV
que je vais m'empresser d'aller follow et conseiller. C'est hyper gentil. Donc encore un immense merci à Tatiana TV d'avoir raid cette chaîne. Inconnu au bataillon, hein, que personne connaît. Merci à tous ceux qui ont raid, merci à tous ceux qui ont participé, à Jofit, à tous ceux qui sont venus de ce raid là. J'espère que le format vous a plu, j'espère que ça vous donne envie de revenir. À coup, bon Matrix, bon Matrix 2, tu vas péter un plomb. N'hésitez pas à vous follow si c'est pas déjà fait pour suivre. On se retrouve du coup mardi prochain, mardi à 19h30 pour parler, je pense, on va voir, je sais pas encore, du coup je vais peut-être aller checker un peu la chaîne de Coinquelin, voir s'il n'y a pas une autre vidéo sur laquelle j'ai envie de réagir. En tout cas voilà, merci à vous tous, je suis ravi de parler de philo avec tout le monde, et puis voilà, je vous dis bonne soirée, des bisous, on se retrouve mardi prochain. Allez, oh j'ai coupé. Hop, pardon, je remets tout de suite. Je vais vous laisser avec la musique quand même parce qu'elle est chouette. Hop. Voilà. Allez, bisous tout le monde à mardi. Il y a des pubs. Si vous pouvez l'imaginer. Je rate ma sortie, c'est terrible. Voilà. Allez, bisous, ciao.